Bonjour, bonsoir à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, un nouveau live ensemble. C'est la fin du mercato hivernal, on a assisté hier à quelques mouvements, certains ont été surprenants, d'autres se sont faits là. Encore il y a quelques instants, on vient de découvrir que par exemple le Paris FC a enregistré l'arrivée de Patrick Zahabi, ce milieu de terrain ivoirien qui fait de belles choses en Ligue 2 avec Reims. Donc ça peut encore une fois se poursuivre, mais forcément l'idée pour nous c'était un petit peu de prendre le temps, tête reposée, de regarder tous les mouvements qui ont été effectués hier, prendre aussi un petit peu le pouls de ce mercato hivernal en Ligue 1, regarder quels clubs ont fait le plus de mouvements, histoire d'avoir un petit peu la tendance, qui s'est renforcée, qui s'est affaiblie, qui n'a pas du tout bougé. Ça peut être aussi pas mal de regarder ça, donc installez-vous, prenez place, je pense qu'on est ensemble pour une bonne heure, histoire de revenir sur ce mercato qui a quand même été assez vivant finalement, ça s'est un peu déclenché sur la fin. On a connu quand même, je pense, plus de rebondissements, de folie sur d'autres périodes. Mais on a quand même quelques joueurs assez intéressants, je pense, qui pourront peut-être répondre à certaines questions. Vous connaissez mon attachement à Ademola Lookman. Qu'est-ce qu'il va donner du côté de Atlético dans un club qui est normalement supérieur à Atalanta, mais on sait que l'Atlético doit quand même réussir à nous satisfaire et en Ligue 1, Ligue des Champions, que la première partie de saison est pas forcément dingue. Donc on va voir ça par la suite. Il y a forcément Jérémy Jacquet qui va rester à Rennes, mais qui rejoindra Liverpool par la suite. Donc peut-être aussi une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Franchement, je suis content de pouvoir vous retrouver. C'est vrai que hier, on était sur le plateau d'hors-jeu, on a vécu ça sur la fin. Après, on n'a pas eu de grosses surprises, de bombes. Il y a pas mal de mouvements qu'on attendait, notamment, tu vois, du côté de l'Arabie Saoudite, avec Karim Benzema, qui a changé de club, Georgi Ekina, qui a rejoint Al Ittihad par la même occasion. Oui, forcément, je vois Ninor qui met le visage de Bruce. Oui, je pense que j'ai vu toute la journée que la prise de parole de Bruce sur les jeunes qui vont en Arabie Saoudite a fait beaucoup de bruit, beaucoup de débats, de polémiques. Donc voilà, c'est vrai qu'il a, comme on dit, c'est l'image de Thomas Njijol. Je fais faire un petit post qui va faire du bruit. Je peux te le dire que ça a réveillé pas mal de monde sur ce qu'il a pu dire dans ce sens. Moi en tout cas, je suis content de pouvoir un petit peu regarder ce qui s'est passé forcément sur cette fin de mercato, avec quand même des clubs français qui se sont réveillés à la fin. Je peux penser à Lille, qui devait faire pas mal de renforts offensifs, qui a fait Gaëtan Perrin et Noah Djouma. On a l'OL qui a signé du coup Yaremchuk comme attaquant remplaçant sur le front de l'attaque. On a également Noah Camara qui est arrivé pour l'avenir du côté de l'OL. Ça peut être peut-être un des transferts qui, là, sur le coup, sont assez discrets, anonymes, mais dans 3-4 ans, on dira pourquoi pas un coup de génie, ou peut-être que ce sera un coup d'épée dans l'eau. C'est toujours une science inexacte, le football. On a aussi l'OM qui a fait Abdelli et Nahadi, du coup le milieu de terrain nigérian, donc on va voir un peu ça à l'œuvre. Et c'est vrai que je fais ce récap mercato. Ouais, ça continue, hein, encore une fois. Ok, on passe désormais sur la Coupe de France. On a le retour de la Ligue 1 le week-end prochain, avec encore une fois un PSGOM qui nous attend. Championnat étranger, on va petit à petit aller sur les barrages de Ligue des Champions. Donc c'est vrai que la fin du mercato hivernal, ça signifie quand même qu'on va aller sur ces petits matchs qui vont compter, qui vont être vraiment le révélateur de cette saison, et voir ce que ça donne un petit peu. Ouais, Rennes, c'est vrai, Rennes qui signe Zabiri et comment il s'appelle, Arnaud Nordin. Donc vous en faites pas, on prendra le temps d'aller voir chaque club. Et c'est vrai que je pense à forcément Biggie Abil qui dit salut, mercato très intéressant et vivant à Brest, on a recruté personne. Il y a deux clubs qui ont recruté personne en Ligue 1. On a Brest et Lorient. Lorient, vu la dynamique, ça me choque pas. Brest n'est pas en danger, mais vu la première partie de saison un peu irrégulière, j'aurais quand même attendu un petit peu plus, de joueurs, de challenge. Après voilà, c'était encore une fois sur une année, pas dire de transition à Brest, mais normalement tu devrais pas être en danger. Voilà, vaut mieux recruter personne que n'importe qui ou n'importe quoi. Ça peut être aussi une philosophie à appliquer. J'espère que vous êtes là, vous êtes en forme tranquillement, avec pas mal de bon monde. Hugo SSE, Thibaut qui pense à Giannis Constance Télias depuis Thessalonique, cette très belle ville. Salut à Mai12 Apint 014, Balmin, Itsu, également Maxent, Brandon, Marley. Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle bien sûr de vous abonner, de liker. On est disponible comme toujours en rediff sur YouTube, donc ne vous en faites pas, hein, si vous n'avez pas le temps, si vous devez bouger, vous devez aller manger, s'il y a la Coupe de France, tout ça, ce sera disponible sur YouTube. Et puis en plus, comme c'est un bilan, ça va être assez calme, hein. On va pouvoir rediffuser ça tranquillement. Également en podcast, le COP de Scipion, Deezer, Spotify
Et Apple, vous connaissez toutes les bonnes adresses. Oui, fin Lille, on sait depuis 2 semaines que Egaman est blessé, on se renseigne hier matin. Tu sais que j'ai eu des échos. Lille a tenté un nombre d'attaquants à bouger sur presque, je ne vais pas dire tout ce qui bouge, mais vraiment le LOSC était hyper chaud pour aller essayer d'aller récupérer notamment Martin Terrier, de faire vraiment quasiment, si c'était possible, de faire un 9 en plus au-delà des Djouma. C'était ce qui était envisagé. Aussi Auxerre, du coup, parce que Auxerre devait faire Gaëtan Perrin depuis un mois. Finalement, rebondissement, Perrin a fini à Lille. Il y a eu des changements sur le contrat, sur la procédure. Et finalement, Auxerre avait pas de plan B. Et j'ai appris qu'ils avaient quand même. Enfin, ils n'avaient pas de plan B pour se retourner assez vite. Ils avaient quand même, comme d'habitude, vous savez que le mercato, ça fonctionne par palier. T'as ton plan A. Bah, si ça fonctionne pas, tu vas sur le plan B et ainsi de suite. Et du coup, Auxerre avait quand même un plan B. Mais comme le plan A, c'était Gaëtan Perrin et qu'à 99%, ils devaient signer, ils n'ont pas eu le temps d'aller sur quelqu'un d'autre. Et j'ai eu l'écho du joueur qui voulait du côté de la GIA. Ça aurait été une belle surprise. Mais sauf que c'est quand même un beau nom. Et à faire bouger en quelques heures, c'est pas simple. Donc voilà, la GIA va peut-être être une des grandes perdantes de ce mercato, même s'ils se sont renforcés avec notamment un petit peu d'arrivée en défense et au milieu de terrain. Mais on a aussi Rudy Matondo qui a filé du côté du Paris FC. Donc on va voir cette tendance. Bien sûr, il y a aussi Strasbourg qui a bougé avec ce qui se passe du côté de Chelsea. Et c'est Lobabs qui demande, j'ai pas vu le Stade Rennais cette saison encore, mais est-ce que Jacquet vaut son prix? C'est peut-être trop cher à l'instant T. 72 millions d'euros. Je peux pas dire que c'est une bonne affaire, c'est très cher, c'est dingue. Je pense que Jacquet, s'il est acheté il y a 4-5 ans, c'est peut-être moitié moins. Mais je pense que tu payes aussi le fait qu'il y a une grosse concurrence sur le dossier, qu'il y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés. Et du coup, je pense que tu surpayes le truc pour éviter que Jacquet aille à Chelsea, qui était un des noms avancés. Tu avais aussi potentiellement le Bayern, si ça se faisait pas avec Upamecano, qui va du coup prolonger jusqu'en 2030, je crois. Tu avais également, tu vois, le Real, tu avais même Arsenal, même s'ils ont beaucoup de défenseurs centraux. Tu as quand même aussi un petit peu la possibilité d'avoir la tendance du moment, parce que Jacquet, je vous le disais, les boss, ça fait partie de ces joueurs pour moi qui sont capables d'aller directement très haut, qui n'ont pas besoin d'avoir le club tremplin, parce que moi je vois le potentiel qui est quand même assez fou. Après oui, forcément, il a fait qu'un an plein en Ligue 1, il a été rappelé de son prêt à Clermont, et c'est vrai que ça se passe très très bien pour lui depuis un an. On voit encore des petits défauts, la marge de progression, mais c'est normal, il a que 20 ans. Mais moi, pour le coup, je pense que Liverpool ne se trompe pas. Après, bien sûr, peut-être qu'il démarrera mal en PL. Est-ce que c'est aussi prometteur que Yoro? Ouais, bah oui, Yoro, même si, en fait, c'est vrai que la période actuelle de Yoro sous Carrick, même les dernières semaines avec Amorim n'était pas simple. Mais Yoro, quand il apparaît à Lille, comme ça, il grandit. Après, Lille a eu le bénéfice de le vendre très bien pour une seule année de contrat restante. C'était 60 millions et il était encore sous contrat pour un an. Donc c'est pareil, le timing idéal à l'été 2024 pour le vendre. Jacquet 70 millions pour être titulaire, normalement oui. Du coup, quid de Konaté? Van Dijk devrait rester encore pour un an. Est-ce que ce sera le troisième? Est-ce que finalement, si on ne sait pas, si Xabi Alonso débarque, est-ce que ça va pas être une défense à 3 et du coup tu peux faire cohabiter tout ce beau monde? Ça peut être aussi intéressant. Plein de questions. Moi sur l'instant T, comme je vous le dis, je pense que Jacquet est prêt pour cette étape. C'est très bien de faire 6 mois en plus à Rennes, avec potentiellement la Coupe de France, qualifier son club en Europa League. Je pense qu'il n'était pas prêt à partir à Liverpool cet hiver. Par contre, partir là, l'été prochain, avec une préparation, le temps de s'acclimater, tout ça, ça peut être quand même une belle chose. Après, dans ce prix-là, faut pas oublier, comme je vous l'ai dit, qu'il y a désormais, je vais pas dire une taxe centre de formation rennais, mais quand tu vois tous les talents sortis par l'Académie bretonne, Dembélé, Ballon d'Or, Désiré Doué, Golden Boy, Matistel, Kamavinga, même des noms qu'on a peut-être un peu oubliés comme Jorginho Rutter qui sont passés par Rennes, c'est quand même un gage de qualité. Donc tu rajoutes à ça jeune défenseur central formé à Rennes, gros prospect et courtisé par beaucoup de monde, ça peut le faire quoi. En espérant qu'il ne soit pas perturbé par son transfert dans cette deuxième partie de saison. Moi je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose. Je dis pas que voilà, c'est peut-être se trotter dans la tête, mais dans un moment comme ça, peut-être que s'il n'était pas parti cet hiver, dans l'autre sens, ça aurait pu le décevoir et du coup le frustrer mentalement. Mais moi, quand je te dis, je pense que cet hiver c'était trop tôt. Peut-être que cet été c'est encore trop tôt.
Mais voilà, l'idée d'aller à Liverpool, et puis ouais, je me dis même pour son développement à lui, Jacquet, normalement, ça doit finir en équipe de France. Et après, bon, c'est vrai qu'on a un vivier défenseur centraux, encore une fois, qui est absolument génial. Mais Jacquet, il a l'étoffe de ce gars où tu dis, ok, il y a quelque chose, et je pense qu'à Liverpool, ça peut prendre. Moi, je suis plutôt optimiste pour ce transfert. Après, on sait que des fois, bah, ça peut ne pas totalement fonctionner. Donc, on verra bien, quoi. Et c'est vrai, comme tu le dis, Corsacado, oui, il va apprendre aussi aux côtés de Van Dijk. Il sera dans un club qui est bien équilibré, qui est bien entouré, qui réagit bien à la pression. Il peut avoir des petites tempêtes, on l'a vu cette saison, mais c'est un club qui ne panique jamais. Tu préfères Yoro, Jacquet ou Mamadou Sarr? Waouh. Franchement, tu sais quoi? C'est vous qui allez répondre. Votre préféré. Après, forcément, Yoro, il a été un peu oublié, mais peut-être qu'il y en a qui vont le défendre, parce que c'est vrai que Yoro, encore une fois, ce qu'il a accompli à 18 ans en Ligue 1, c'est quand même pas anodin, donc on peut pas le mettre tout à fait de côté. Mamadou Sarr, son année et demie à Strasbourg, elle est excellente, et t'as en plus un premier gage de qualité internationale avec sa fameuse CAN et son entrée en demi-finale. Il a été très très bon face d'abord à l'Égypte, puis contre le Maroc, donc c'est vrai qu'il a ça pour lui. Et puis Jacquet, bah voilà, c'est vrai que c'est peut-être celui qui paraît le plus complet, qui dégage le truc en plus, mais on va voir. Ça, en tout cas, je pense que tous les points de vue peuvent s'entendre sur ces trois joueurs. Et quelqu'un disait, c'était un bel argument aussi, est-ce que ça part pas trop tôt sur nos jeunes? Est-ce que ces gros transferts trop tôt ne tuent pas nos prospects en vérité? Est-ce qu'on a assez de recul? Ça rejoint forcément aussi la take de Bruce qui est un peu trop extrême sur les jeunes qui quittent l'Arabie Saoudite. On ne sait pas ce que ça va devenir parce que Simon Boabré, Nathan Zezé, c'était il y a 6 mois. Georges Ikena, c'était cet hiver. Faut qu'on se donne rendez-vous en 2028-2029 pour voir où ils en sont. Pareil pour les jeunes qui rentrent comme Gabriel Veiga qui allait à Porto. Il était quand même désiré par le PSG, donc c'est un cran en dessous. Mais est-ce que ce rebond à Porto peut pas lui bénéficier? Il faut qu'on prenne le temps de voir ce phénomène saoudien et voir comment ça réagit. Après, pour cette histoire de tuer nos prospects, des gros transferts, je pense que malheureusement, c'est la survie des clubs français qui en dépend. Après, Rennes est moins à l'agonie que d'autres, mais un club comme Rennes sait que les droits télé ont diminué de moitié. J'ai oublié évidemment Kader Meïté aussi parmi les jeunes qui ont rejoint l'Arabie Saoudite cet hiver. Tu fais bien de le mentionner, Wanardo. Mais comme je te disais, t'as cette manne financière et comme les clubs n'ont jamais su équilibrer leur masse salariale par rapport à leurs revenus, les billetteries, tout ça, tu te retrouves en déséquilibre complet et même des clubs qui normalement avec des investisseurs comme Pinot sont plutôt à l'abri. Oui, 72 millions, et je comprends Rennes en même temps. C'est dommage parce que on parle beaucoup de l'aspect financier, du développement du joueur. Moi, je suis Rennes, j'ai un tel centre de formation. J'aimerais que ces gamins, chaque génération, elle dure 2-3 ans. Que tu sois avec un nouveau cycle à chaque fois, tu puisses compter sur eux plus qu'une année et demie. Mais je me mets à la place de Rennes. 72 millions pour Jacquet. Ouais, t'es obligé de dire oui, quoi. Ça, c'est clair et net. En tout cas, bon débat. Franchement, c'est un bon débat. Ça mériterait presque une vidéo à part. Je pense que c'est assez intéressant dans ce sens. Et oui, c'est vrai, comme tu le dis, Big Gabil, parmi les gros prospects qui sont partis tôt, Tanguy Kouassi, Tanguy Nianzou, que Tourelle avait commencé, tu vois, à donner un peu de temps de jeu, qui est parti au Bayern, qui a tenté, là, qui est à Séville, mais qui, je crois, est souvent blessé. C'est vrai que Tanguy Kouassi, quand il démarre à 18 ans, grosse cote, très grosse cote, et aujourd'hui un peu tombé dans l'anonymat comme un Aouchiche. D'ailleurs, un des transferts, je ne peux pas dire surprise, mais un peu, on s'y attend pas forcément. Adil Aouchiche qui rebondit à chaque 0,4, et du coup on va avoir Adil Aouchiche qui va donner des ballons à Edin Dzeko, et voilà, il n'y a que le foot pour permettre ce genre de duo un peu improbable, donc on va voir ça. Je n'habite pas en France, mais de l'extérieur la formation française est fascinante. On a notre formation qui va nous sauver. En fait, cette formation, c'est là où on peut mettre en avant le travail des éducateurs, et je mets pas que ceux des académies, aussi des clubs, tu vois, de Montrouge, de Montfermeil, du FC 93, de Bel Air, de tellement de clubs qui travaillent bien, de Balma à Toulouse, enfin, il y en a plein qui me viennent en tête comme ça, je vais pas tous les citer, mais n'oublions pas qu'il y a plein de jeunes qui aussi se développent dans ces clubs-là, et qui après vont à l'étage supérieur, et c'est vrai que c'est un tout qui permet d'avoir cet environnement. On a tellement de jeunes qui réussissent à éclore. La Ligue 1 réussira toujours à se renouveler grâce à ça.
j'ai quand même l'impression. Les clubs se sauveront grâce à ces belles ventes. Et justement, c'est le risque aussi des fois d'avoir des générations creuses. Est-ce que tu peux réussir à t'en sortir si t'as pas les 2 ou 3 jeunes qui pètent? Donc des fois, c'est pour ça que je vous dis que tout miser sur la vente de joueurs dans cette période de droit télé, et on sait que normalement on a encore 1 année et demie de grosses galères avant que Ligue 1 Plus, ok, ça commence peut-être à être un peu rentable, que les clubs puissent en vivre. C'est pour ça qu'il faudrait développer d'autres choses, la billetterie, le merchandising, le marketing. C'est pas mon rôle de définir comme ça un petit peu les priorités des clubs. Mais encore une fois, quand je vois le déséquilibre masse salariale et revenus, je suis des fois un peu circonspect et c'est dommage. Ouais, c'est dommage, oui et non, parce que tu peux toujours t'en sortir comme ça. Si tu as une académie hyper performante, Lyon, Monaco, Rennes, tu vois, même tu vois finalement Marseille qui vend un Bacola qui a très peu de temps de jeu en pro et ça fait 13 millions, c'est quand même assez sympa. Et puis comme tu le dis, Sojne, l'Île-de-France a un vivier de talent. Ouais, c'est pour beaucoup, l'Île-de-France, c'est derrière Sao Paulo, le meilleur bassin de population de gamins qui performent, qui se révèlent au plus haut niveau. T'as aussi Londres, je pense, qui est quand même assez costaud. Et après, évidemment, t'as des pays à part, mais c'est vrai qu'en termes de bassin de population et les possibilités, c'est quelque chose d'assez savoureux. Bah, tu vois, hop, je pensais directement basculer sur les infos transferts. On réussit à avoir ce beau débat sur les jeunes, sur un peu d'Arabie Saoudite, sur notre formation française, et c'est quand même gratifiant. Et après, bah voilà, on a d'autres qui vont réussir à éclore. Tu vois, on a parlé de Noam Camara, j'ai hâte de le voir à l'OL. T'as Yannick Boli qu'on attend beaucoup du côté du PSG, Patrick Zahabi, voilà, qui va arriver au Paris FC, Rudy Matondo qui a déjà connu ce gros transfert. T'en as quelques-uns, même Azizi à Toulouse, où ça va être assez fort. 44% vous préférez Jacquet, 34% Euro et 22% Sarr. Donc voilà, une répartition qui peut s'entendre. Comme je vous le disais, les boss, on va se faire d'abord tranquillement revenir sur les infos d'hier, ce qui s'est passé, parce que voilà, comme d'habitude, le dernier jour de mercato, ça peut un petit peu partir dans tous les sens, avec certains transferts qui étaient attendus et d'autres qui n'ont pas abouti. Donc on commence tranquillement avec pas mal de mouvements du côté de Mayence, avec Geraldo Becker qui revient en Allemagne, lui qui était parti de Union Berlin 2019-2024, qui a fait voilà, sa petite carrière pas dingue, Real Sociedad et Osasuna. Donc ailier international du Suriname, peut-être qu'on le verra à la Coupe du Monde. Et il rejoint Mayence, pourquoi? Parce qu'en fait on a un autre joueur qui revient en Ligue 1, voilà, Arnaud Nordin. C'est vrai que j'ai vu un tweet qui m'a fait, tu viens de récupérer 72 millions d'euros, même 100 millions d'euros si tu fais Maïté et Jacquet. Vous imaginez, Rennes en 2 joueurs a récupéré 100 millions d'euros. C'est dingue. Alors forcément, t'as aussi du regret, parce que Kader Maïté, tu l'as pas vu une année complète. T'as aussi ce truc de Jacquet que voilà, tu vas pas le garder plus de 2 saisons, mais 100 millions d'euros, c'est quand même fou. Et du coup, avec cet argent-là, bon, tu vas chercher Zabiri qui était attendu, mais Arnaud Nordin, j'ai vu un tweet disant bon, ça manque peut-être d'ambition, mais en même temps, Arnaud Nordin, c'est le remplaçant idéal. 13 matchs avec Mayence, titulaire 5 fois. C'est vrai que lui, c'est Saint-Etienne, Nancy, Montpellier. Manquait plus qu'Accor Adams et Rennes reformer l'attaque du MHSC de l'an passé. Donc ouais, 198 apparitions en Ligue 1. Pour le banc, ça peut s'entendre. Ça fait pas rêver, c'est pas sexy, mais c'est pas là où j'attendais le plus Rennes. C'était pour moi forcément le remplaçant de Kader Maïté. Il fallait quand même envoyer un beau montant. Et ils l'ont fait avec Zabiri, donc j'ai plus d'attentes sur Zabiri par rapport à Arnaud Nordin. Donc on va voir. Et puis Jacquet, tu peux pas le remplacer puisque forcément lui il partira que l'été prochain. Tariq George qui est prêté à Everton. Chelsea a annoncé le prêt de son jeune attaquant nigérien Tariq George, avant-centre international anglais U21, 11 matchs cette saison, 3 buts. C'est vrai que Everton, du coup, il y a Beto, il y a Thierno Barry aussi, Tariq George, mais voilà, c'est un joueur, à chaque fois que je l'ai vu, c'était sympa. Malheureusement, dans une équipe comme les Blues, où t'as déjà Joao Pedro, t'as Delap, c'est pas simple, t'as même Marguerite qui a été rappelé de son prêt. Ça n'a pas de sens de rester là pour être la 3e ou 4e option. Donc pourquoi pas le voir un peu plus. C'est vrai qu'il peut aussi jouer sur un côté, mais ça me plaît bien. Un transfert d'ancien, les amis. Mathias Vecino, qui est toujours en activité, 34 ans, le milieu de terrain, Lazio, Inter, Reladio, plus de 300 matchs en Italie, qui va découvrir un nouveau championnat, l'Uruguayen, qui va signer du coup au Celta Vigo. Voilà, un petit renfort sympa pour l'Europa League, pour la Liga également. Ça peut peut-être tout à fait s'entendre.
J'aime bien ce petit graphique là, hommage à Spider-Man, tout ça. Il est assez sympa quoi. Si puis on t'es au courant que l'année prochaine la SPL va monter son taux étranger de 8 à 10. Ouais, j'avais vu ça également. J'avais vu ça dans ce sens. Et oui, j'ai vu, désolé, il y a des gens qui m'ont demandé forcément mon avis sur l'OM Rennes de ce soir. Normalement, enfin, en fait, comme je le dis, avec l'OM, il n'y a plus de notion de normal. Donc, je pense que l'OM doit faire le job. L'OM est à la maison. L'OM doit cette Coupe de France à ses supporters. Mais si je vois une lucarne de Quentin Merlin à la 95e minute qui vient détruire les espoirs des Marseillais, je ne serais pas surpris. Donc je m'attends aux deux scénarios. Celui de la réconciliation et celui aussi de du marasme complet, quoi. Du fait que ça peut s'inverser. Tête de Samba. En fait, comme tu le dis, ça paraît ouf, mais maintenant tout est possible dans le foot et encore plus ça. Mais tu sais que, comme tu le dis, Cross-Meboul, il peut y avoir 3-0 pour le 1 mi-temps. Ils peuvent leur en mettre 4 comme Monaco l'a fait. Mais comme on sait qu'il y a ce côté un peu irrationnel avec ce club, encore plus renforcé par la semaine qu'on vient de vivre, je ne sais pas sur quel pied danser. Franchement, c'est toujours aussi particulier, quoi. Al Hilal officialise Benzema, donc comme vous l'indiquiez plus tôt dans la soirée, Karim Benzema s'est engagé avec Al Hilal. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de mouvements. Du coup, Inikena qui est arrivé à Al Ittihad. On a également forcément Kader Maïté qui a également rejoint. On a par exemple une mauvaise nouvelle, c'est pour N'Golo Kanté qui a eu son transfert bloqué à Fenerbahçe. J'ai essayé de comprendre et selon l'article de l'équipe, en gros c'est une erreur de données rentrée par le club saoudien qui apparemment a mis les mauvaises informations sur le joueur, sur le transfert. En gros les documents sont arrivés à temps, tout était ok et c'est juste parce qu'ils sont trompés dans la documentation enfin pas dans la documentation mais dans les données peut-être de transfert parce que vous savez que tu dois envoyer certaines choses à la FIFA tout ça. Donc dur pour N'Golo Kanté qui apparemment était chaud pour arriver là-bas. Donc il devrait rester en Arabie Saoudite. Je sais pas si tu as un recours pour le voir. C'est exactement le même cas que OL West Ham. Ouais, c'est vrai que ça rappelle ça. Mais on sait que pour Benrahma, ça avait pu se résoudre un petit peu. Donc voilà, International U20, signe marocain, signe à Rennes, Zabiri. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je suis hyper intrigué de le voir en Ligue 1. Curieux de voir ce développement. Pour lui qui m'avait tellement enchanté à la Coupe du Monde U20, c'est vrai que le Maroc avait un trio Gessim Yassine, Othman Mahama. D'ailleurs, Othman Mahama, ça a été un des autres joueurs très très courtisés du mercato. Je crois que tu avais Nantes dessus, tu avais Lille. Je me demande si t'avais pas un autre club qui le voulait absolument, peut-être Monaco, je sais plus. Mais finalement, ça s'est pas fait avec Watford. Mais on a quand même Zabiri qui va rejoindre Rennes. Et voilà, je crois que c'est un contrat jusqu'en 2029. Ouais, c'est bien parce qu'il va récupérer du coup le temps de jeu de Kader Maïté. On sait qu'il a eu des opportunités. Et là, 5 mois comme numéro 3 derrière Mbolo et Le Paul qui sont pas infaillibles. Peut-être qu'il va réussir à faire un petit peu ses preuves. Ouais, Chelsea PSG avec Ziyech. Après, c'est vrai qu'on a des exemples. Après, David Herrera au Real, c'était plus une histoire de fax. Mais ouais, Ziyech, PSG, c'est vrai que ça devait se faire. Tout le monde était OK. Et je dis pas que c'est du boitif, du football utopique. Mais bon, on sait que la carrière de Ziyech a vraiment décliné presque à partir de ce moment-là. Ça aurait donné quoi au PSG? Est-ce que ça aurait réveillé certaines choses? Ça aurait été assez intriguant quand même de le voir à Paris sous Luis Enrique. Un joueur originaire d'Alaska Atlético, l'Atlético qui a annoncé la venue d'un jeune milieu de 20 ans provenant de Seattle, Obed Vargas, déjà international mexicain. Donc on va voir ça, hein. Franchement, l'Atlético qui se renforce avec un international mexicain. Nilson Angulo, attention, transfert Première Ligue, peut-être un transfert en sous-marin, parce que même s'il y a des montants délirants en PL, des fois il y a des pépites comme ça qui débarquent. Je pense à Ryan du côté de Bournemouth, et du coup Nissan Angulo qui arrive à Sunderland, 30 matchs avec les Mauves d'Anderlecht, 7 buts et 8 passes D. Donc on sait en plus ce qui est intéressant pour l'Équateur, qu'on a, on va dire, peut-être un manque de gros joueurs offensifs, au-delà peut-être d'un Valencia qui est le tonton. C'est vrai que l'Équateur, quand on voit leur ligne défensive, Pacho, Hincapié, Estupiñán, Caicedo juste devant, Ordóñez, c'est vrai que tu dis waouh, ils ont du beau monde. Peut-être qu'on se dit attention l'Équateur, il faut aussi des fois marquer des buts. Et franchement, Nissan Angulo, ça peut peut-être être une des révélations de la prochaine Coupe du Monde, à voir comment son début d'aventure en PL se passe, mais franchement curieux de voir ce transfert. Et tu as bien raison, mai 12 mai, parce que pour remplacer Adingra qui est prêté par Sunderland à Koundonad qui dit grand fan d'Anderlecht depuis tout petit, Angulo est un futur flop trop inconstant, aucun repli défensif et très prévisible. Aïe aïe aïe. Après
j'espère que Sunderland, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop trompés depuis leur remontée en Première Ligue sur certains choix. Bon, Adingra, du coup, a été envoyé à Monaco, donc c'est une petite déception. Mais sinon, tu peux voir que la plupart des joueurs sont quand même bien adaptés, que c'est un club qui tourne bien. Je pense que Régis Lebris a peut-être la clé pour lui donner un peu plus de consistance. Mais c'est très bien d'avoir ton avis là-dessus, suiveur, et elle s'en sort bien pour 20 millions d'euros. C'est vrai que c'est quand même bien vendu, hein, encore une fois. C'est clair. Et oui, l'Équateur a également Kendry Paez, le clubbeur. C'est vrai que Kendry Paez s'est un peu perdu en route. Lui qui ne sera resté que 5 mois en Ligue 1 et qui a rejoint River Plate, je crois pour un long prêt en plus, 2 ans. Chelsea l'a renvoyé en Amérique du Sud. Et du coup, comme je vous le disais, ouais, Adingra qui du coup quitte Sunderland. Et ça, c'est un transfert. Écoute, très content. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est un des transferts qui m'intrigue le plus en Ligue 1. Monaco avait besoin d'un renfort offensif par rapport à certaines déceptions, à aussi des blessures longue durée comme celle de Minamino. Elle a cherché Adingra. Je crois que l'option d'achat, enfin le prépayant c'est 1 million et l'option d'achat c'est 16 ou 17. Et si ça tourne bien, voilà un joueur qui doit se remettre un peu à l'endroit, une petite stagnation. Mais ce qui est bien pour Monaco et du coup à travers la motivation du joueur, c'est qu'Adingra, il doit aller à la Coupe du Monde. Adingra, il doit très clairement aller chercher sa place dans les 26 d'Emers Faé parce qu'il n'était pas à la CAN. Donc franchement, je suis assez curieux de le voir en France, sur la Principauté. Il y a aussi le rendez-vous de barrage de Ligue des Champions contre le PSG. Tu as également la Coupe de France contre Strasbourg. Et voilà, c'est un transfert surprise, je m'y attendais pas. Et pour le coup, Monaco m'a déçu sur pas mal de choix du mercato ces derniers temps. D'ailleurs, oui, Pogba. Après Pogba, j'avais pas de grosses attentes là-dessus. Même Woodfest, je suis pas convaincu. Par contre, Simon Adingra, ça, tu vois, ça éveiller quelque chose en moi. Je me dis ok, pourquoi pas. On sait que c'est un joueur qui a été capable de fulgurance à Brighton, qui a été tellement bon lors de la CAN 2023 remportée par les éléphants. Donc ce qui est bien, c'est que 24 ans, tu vois. Si ça se relance bien, Adingra, s'il s'installe à Monaco, s'il te fait 2 ans, 2 belles saisons, oui, je me projette peut-être sur le moyen terme parce que j'aimerais toujours aller un peu plus loin que l'instant présent. Mais ouais, l'option d'achat, encore une fois, comme je te dis, je crois de mémoire, c'est 16 ou 17 millions d'euros. Donc pour Monaco, post crise, droit télé, c'est un gros montant. Mais par rapport à ce qu'Adingra peut apporter, j'ai envie de voir. Franchement, c'est très clairement un des transferts qui m'intrigue le plus. Et avec forcément Hendrik Oel, Nwaneri, OM, je rajoute aussi pourquoi pas un Timber et Coleocho du Paris FC que j'aime beaucoup. Mais Adingra, ouais, franchement, dans le top 5 des transferts qui me font le plus plaisir sur cette fenêtre. On a Pierre Ecois du coup, Hugo SSE qui quitte enfin Saint-Étienne, l'énigme Pierre Ecois qui n'a pas porté le maillot des Verts en Ligue 2, il s'entraînait en individuel, d'autres clubs de D2 anglaise et espagnole de Levante étaient également intéressés par son profil. Du coup, option d'achat avait été levée en juin, va finir la saison en Angleterre, donc prêt également pour lui. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a boudé, il y avait un truc pas net autour de lui, donc au moins là, le truc a pu se régler. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup Mogirawan pour le petit abonnement. Tu restes un boss. Ça fait super plaisir. Mwanga, du coup, on y va sur les premiers mouvements de Strasbourg annoncés par nos 100 milieux de journée. Mwanga qui lui-même avait déjà annoncé son départ. 17 matchs à Nantes et qui du coup a dit bon ciao les gars, allez, ce sera sans moi. 7,5 millions d'euros pour quoi. C'est une belle option d'achat, franchement, pour un club de D2. Donc, je crois que Saint-Étienne l'a payé 5 ou 6 millions. Donc, tu feras peut-être une petite plus-value pour un joueur qui est au placard depuis 6 mois. Très bien. Et oui, honteux son comportement, j'ai vraiment pas capté ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai pas compris. Surtout que, vraiment, en Ligue 1, j'ai vu des trucs. Et franchement, peut-être je vais dire une dinguerie, mais Pierre Ecois, s'il était resté en première division dans l'élite, que ce soit à Nice, que ce soit à Monaco, tu vois, club européen, pas forcément en tant que titulaire, mais dans la rotation, j'aurais pas été choqué. Et là, quand j'ai vu ce qui s'est passé un petit peu, le fait qu'il disparaisse des radars, qu'il boude et que ça se termine comme ça, grosse déception. Maintenant, c'est à lui de se réveiller et de relancer sa carrière, quoi. Et ouais, mon gars qui s'est taillé, très clairement, il a dit moi le maintien flemme, je retourne à Strasbourg, peut-être je serai sur le banc, peut-être que je serai encore une fois laissé de côté, mais au moins j'aurai peut-être la Coupe d'Europe, j'aurai les premiers rôles. Mais j'ai vu ça, c'est vrai que ça va. Et du coup, Nantes a récupéré Abakar Silla. C'est là où Strasbourg, ils se sont dit tu perds un joueur, on t'en renvoie un.
Et c'est très drôle parce que Chelsea envoie des joueurs à Strasbourg que Strasbourg envoie à Nantes. Il y a quand même un espèce de roulement intéressant. On a failli avoir un mouvement Nantes-Chelsea quand même, hein, parce que Tyler Tati était dans le viseur des Blues. Mais Abakar Silla, pareil, c'est un joueur qui a clairement perdu sa place de titulaire, qui a un peu disparu. Donc il va falloir aussi que ça se relance. Voilà, tu perds. Manga pouvait t'apporter, mais c'était pas dingue. J'ai quand même préféré son prêt au Havre. J'avais préféré son prêt au Havre, quoi. Le triangle des Bermudes, le triangle des Magouilles, ouais, ça c'est clair. Quel d'essai français de Ligue 1 n'est pas dans le viseur de Chelsea? C'est vrai. À part, à part Brendan Chardonnay, que j'aime beaucoup, euh, et Nicolas Hyssen, j'ai l'impression que peut-être tous les autres ont été un jour ou l'autre associés à Chelsea. Donc très clairement, Chelsea aime beaucoup la Ligue 1, ça c'est clair et net. Le Stade Rennais a repoussé samedi après-midi une offre de 5 millions d'euros de la part du club turc de Beşiktaş pour Nagida, son international camerounais, qui a été montré lors de la CAN, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais voilà, peut-être le conserver par rapport à certains nombres de joueurs en tant que piston. Donc le choix de la prudence côté Rennais, pour remonter un petit peu le fil encore une fois, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Crystal Palace, alors casse sa tirelire. Attends, mais du coup ils l'ont fait signer Strand Larsen. Ah, ils l'ont fait signer alors qu'il y a le truc avec Mateta. Ah, là par contre, vous savez que j'apprends quelque chose, les boss. Parce que sincèrement, je pensais que Palace avait laissé tomber le truc en raison de la blessure de Mateta. Mais là, ils ont quand même été chercher leur neuf. Après, ça peut s'entendre parce que du coup, Mateta a une blessure au genou pour un moment. Donc, mais ils ont quand même l'argent pour le faire. Donc c'est quand même assez fou. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pensais que du coup, comme Mateta, le transfert était annulé à Milan, c'était bloqué. Et là, bah écoutez, on est mardi 3 février, 18h30 quasiment, et je découvre un transfert, parce que pour moi, c'était tombé à l'eau. Donc Strand Larsen, oui, évidemment, c'est très cher. Il avait marqué 14 buts l'an passé. Là, cette saison, c'est plus dur avec les Wolves qui sont bons derniers de PL. 55,6 millions d'euros. Waouh! Après, bah, comme d'hab, c'est le transfert intra-PL. Du coup, tu as presque une surtaxe de 20 millions d'euros. Mais dans cette équipe de Crystal Palace, avec les Pignot, avec les Ismail Assar, avec tout ça, il peut se faire une place. De toute façon, Crystal Palace était obligé de changer un petit peu de cycle avec tous ces départs et cette fin. Même Glasner, il a dit que ça le saoulait totalement, ce mercato hivernal, je peux le comprendre. T'as Guy qui est parti du côté de City, t'as Mateta qui finalement ne va pas pouvoir jouer, t'as Brennan Johnson aussi qui est arrivé en prêt. En fait, ils ont refait toute leur attaque, c'est vrai. Brennan Johnson, Strand Larsen, et également Evan Guessant, et du coup, bah, t'as pas pu remplacer Guy, mais t'as quand même un effectif qui est quand même assez sympa, quoi, parce qu'il leur reste du beau monde, non? Du coup, en défense, ils ont Maxence Lacroix, Chris Richards, JD Campbell, l'ancien Toulousain, Chadi Riyad. Donc, tu as quand même 4 joueurs pour 2 postes, comme ils évoluent plutôt en 4-4-2. Ok, ouais, c'est assez intéressant de voir cette politique. C'est vrai que devant, du coup, tu as Ismail Assar, tu as Rémi Pino, tu as Brian Johnson, tu as Guessant, tu as Mateta out, tu as Nketiah qui est même blessé, tu as Uche. Ils ont 4 avant-centres, 4 ailiers droits. Après, bon, on sait qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer sur le côté, mais c'est vrai que la répartition, elle manque un petit peu de variété. Mais ouais, il faut voir que tout le monde trouve sa place et son temps de jeu. Après, Palace, voilà, ils ont un peu ce craquage, mais au global, on vous rappelle que c'est un club qui a quand même une vraie belle évolution, qui a remporté 2 titres, Cup et Community Shield, qui est engagé en... Comment ça s'appelle en Conference League, qui va devoir passer par les barrages. Donc ça va être assez intéressant. C'est vrai que j'avais oublié, et c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup de monde, quoi. Enfin, ils ont Mateta, Strand Larsen, Nketiah, Uche. Après là, parce que Uche, c'est quoi? Premier à la cuisse, date de retour inconnue. Donc Strand Larsen et Uche de Apt. Et t'as Guessant, Brian Johnson, Pinot. Donc en vrai, ouais, t'as 5 pour 3 postes. Non, t'as aussi Sarr. Donc ouais, pour 4 postes peut-être potentiellement. Avec des joueurs de côté comme Ismail Assar. Ça va être intéressant de suivre ça. Mais ouais, voilà. Vous voyez je peux pas feindre l'étonnement. Je découvre que ce transfert allait au bout. Pour moi, c'était tomber à l'eau. Après, ouais, c'est vrai qu'ils ont vendu très très bien. 70 millions Edzé et 53 millions Olysée. Ça, pour le coup, eux, ils en sortent bien. Et même Guy, tu vois, ils l'ont vendu 25 millions d'euros pour 6 mois
de contrat, donc c'est quand même aussi sympa. Saint-Maximin a signé 6 mois à Lens, donc ça aussi, on avait pas mal d'idées là-dessus, parce que c'était un transfert qui était annoncé, il a été acté. Très content de le revoir en Ligue 1, de le revoir avec un âge plus avancé. Il revient en France à 29 ans, lui qui a connu Saint-Étienne, Bastia, Nice. On a connu la grosse époque Newcastle. Je pense qu'on en est loin. Il y a eu ces passages en Turquie, Arabie Saoudite, Mexique. Alors forcément, j'ai vu à peu près ce qui s'est passé, j'ai pas tous les détails, mais gros soutien à lui parce que vague de racisme assez ignoble sur tous les postes, que ce soit Insta, que ce soit du club. Donc vraiment, Saint-Maximin qui se fait cibler par des gars mécontents au Mexique parce que il y a une histoire de racisme par rapport à ses enfants à l'école. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment moche. Mais sur l'aspect sportif, je suis quand même assez satisfait parce que t'as Saïd, Edouard et Thauvin, ça tourne très bien, mais t'apportes Saint-Maximin dans un registre différent. Et je trouve que, je sais pas, en termes d'émulation, ouais, ça a plutôt du sens. Donc, hâte de le voir. Et puis, si ça prend bien, si Lens se qualifie avec des champions, bah voilà, c'est un beau challenge pour lui aussi de presque découvrir cette compétition parce que je suis pas sûr que Saint-Maximin l'ait beaucoup joué. Et ouais, renfort encore une fois d'expérience. Et tu vois, par petites touches, Aïdara, également Masuaku et Gorgelin, Lens fait un mercato intelligent pour se renforcer. Donc j'avoue que je m'attendais pas encore une fois à ce transfert, mais je trouve que dans la politique du recrutement de Lens, d'aller cibler à la fois des cadres, mais aussi des jeunes talents, les Sangaré, les Beidou, les Risseur, ça a du sens d'aller le prendre. Donc voilà, Strasbourg on en parlait, qui officiait les arrivées d'Anselmino, de Datro Fofana, en sachant que les joueurs c'était peut-être pas leur premier choix, parce que Datro Fofana était rappelé de son prêt en Turquie qui a été envoyé là-bas. Vous savez qu'Emega va pas revenir de suite. Et Anselmino a quitté en pleurs l'entraînement, le centre d'entraînement de Dortmund où il voulait continuer son aventure. Donc il a envoyé là-bas parce que forcément tu rappelles Mamadou Sarr. Donc c'est aussi la multipropriété dans tout ce qu'elle a de plus cynique, quoi. C'est que les joueurs et encore plus les jeunes servent un petit peu de monnaie d'échange. C'est ok, je te prends lui, je te rends lui. C'est forcément particulier. Et Datro Fofana, tu as raison de le dire, force à Auxerre. Gaëtan Perrin devait aller à Auxerre, il va à Lille. Et Datro Fofana, il voulait aller à Auxerre par rapport au temps de jeu. Et pareil, n'oubliez pas que Datro Fofana, c'est Côte d'Ivoire. Et il y a l'objectif Coupe du Monde. C'est pour beaucoup de joueurs qui bougent cet hiver. Alors pas tous, mais dans ce sens, c'est un truc de se dire j'ai envie d'aller à ce mondial en Amérique du Nord. Et pour Datro Fofana, il se dit j'ai plus de temps de jeu à Auxerre, qui a besoin de cette mission maintien. Mais à Strasbourg, je vais être derrière Panicelli. Quand Emega va revenir, peut-être je vais être le numéro 3, même si Strasbourg a plus de compétition que la GIA avec la conférence et la Coupe de France. Mais ouais, Datro Fofana n'était pas forcément ravi d'être envoyé comme ça à Strasbourg, quoi. Merci beaucoup Flav Momo pour ton petit prime, ça fait plaisir. Guessant, Pépé, Crasso sont au-dessus. Alors, Pépé, il était même pas dans la liste Emersae, et vu toutes les déclarations, les polémiques, je sais pas s'il sera à la Coupe du Monde malgré sa grosse saison à Villarreal. Ouais, moi je te dis qu'il y a le temps est compté pour les Adingra, les Bazanoumana, Trouer également, tu vois. Genre des joueurs comme ça qui doivent aller à cette Coupe du Monde, c'est pas évident. Je pense qu'Adingra peut se rattraper, mais attention, parce que franchement, la canne de Diallo, de Touré, de Diomandé, elle était quand même hyper intéressante dans ces postes-là qui peuvent compter, quoi. J'ai peur pour Sima, c'est un très bon joueur, mais ça fait pas. Alors, ouais, j'ai vu que Guilavogui est parti en MLS, donc tu as un poste qui se libère, logique, avec l'arrivée de Saint-Maximin. Sima qui a pas forcément été tout le temps titulaire, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Dommage parce qu'Abdallah Sima, on a vu quelque chose à Brest, mais là, Lens, c'est vrai que ça tourne tellement bien. Saïd, Thauvin, Edouard, que c'est dur de se faire une place. C'est aussi le truc d'avoir un club qui a que le championnat à disputer, hormis la Coupe de France où c'est 4-5 matchs. Donc ouais. Mais il a quand même marqué ce but à Auxerre qui peut pourquoi pas compter à la fin quand tu feras le bilan comptable de cette saison. Même pas un mot pour Aouchiche à Schalke. Ronan 92 qui arrivait trop tard parce que tout le monde peut être témoin, enfin tout le monde, ceux qui étaient là dès le début, je crois quasiment que c'est le premier transfert que j'ai évoqué. Quand on a parlé des jeunes de Ligue 1, j'ai dit il y a un transfert improbable, un mouvement avec notre ami Adil Aouchiche qui va devoir donner des caviars à Edin Dzeko en D2 allemande. Donc t'en fais pas,
c'est mon terrain, c'est mon créneau. Et j'ai commencé le live avec ce transfert-là, parce que forcément, ça m'a fait, je vais pas dire plaisir, parce que voilà, mais juste sourire de voir ce genre de mouvement. Lui qui était du côté d'Aberdeen. Calvin Phillips, on n'est pas sur le pire move d'un joueur de foot. Déjà 4 ans à City, il est prêté partout. Là, chez le 17e du Championship. Très clairement, Calvin Phillips, je vais pas dire une énigme, sa carrière, mais est-ce que c'est pas à Leeds, il n'était pas avec sous Marcelo Bielsa dans l'Atalanta de Première Ligue. Je m'explique, il y a des joueurs qui sont faits pour des contextes, des environnements, et Calvin Phillips à Leeds, il était dans ses chaussons, et malheureusement, je pense que c'était une bonne idée pour City de le récupérer dans le milieu de terrain, dans la rotation. Ça l'a pas fait, et c'est vrai que tu fais le compte de sa carrière, mais anecdotique quoi. Enfin, qui se souvient de son prêt à West Ham? Qui se souvient de ses 19 matchs à Ipswich? Là, il n'a pas joué cette saison. Il a fait en tout 23 matchs avec City. Donc ouais, terrible. Et pourtant, vainqueur de LDC, finaliste d'Euro, il a quand même un palmarès qui est pas dégueu. Il a, franchement, il a 31, il a 30 ans. Tu vois, je lui ai donné 2 ou 3 ans de moins. C'est vrai que là, à 30 ans, ça sent un peu la carrière à la Danny Drinkwater. Vous voyez ce que je veux dire? Danny Drinkwater, qui pareil a fait ce truc dingue avec Leicester, qui a été l'homme d'un club et qui après a été à Chelsea derrière. Bon, c'était fini, hein, il n'y avait plus grand chose dans ce sens. Euh, c'est pas dans ce sens-là, Vivien, c'est pas dans ce sens-là, mais du coup, je me dis que ouais, peut-être que ce qui s'est passé à Leeds, ça l'a mis dans un truc incroyable et derrière il a jamais retrouvé ça et pourtant peut-être qu'il fallait trouver un entre-deux. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre club entre Leeds et City, entre le club qui lutte pour le top 3 tout le temps et l'autre qui voilà, essaie de ne pas descendre? Est-ce que tu peux pas trouver un club ventre mou? Est-ce que par exemple un Calvin Phillips, un club qui travaille bien, tu vois, je sais pas, est-ce qu'il aurait pas pu être le milieu de Brentford, de Bournemouth, voire de Brighton? Je dis peut-être une dinguerie, mais c'est vrai que ce gars-là, ouais, depuis 4 ans, c'est fou. Ouais, il a totalement disparu des radars. Et comme tu dis, Sheffield en D2, et tu dis même qu'il a été proposé à 3 multipropriétés, il a refusé. Ça va être dans ce sens. T'as dû le proposer à Gérone, t'as dû le proposer à peut-être même à New York City ou à Melbourne City. Il a fait toutes les propositions. Et finalement, il part à Sheffield. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que des joueurs un peu comme ça que tu redécouvres et dont la trajectoire, elle peut un petit peu t'intriguer quoi. Dizazi, bientôt prêté à West Ham. Ça a été officialisé. Dizazi qui pareil était dans le loft, qui était au placard du côté de Chelsea, qui a même joué des matchs avec les U23, avec les espoirs, qui a été capitaine. Dizazi qui aurait pu terminer en Ligue 1. Il y avait pas mal de clubs qui étaient assez chaud sur lui. Si par exemple Monaco et coup de fesse ça le faisait pas, je pense que c'était Disasi qui allait là. Il y a l'OL, ouais, il y a l'OL. Ça m'aurait pas étonné que Marseille tente le coup de le relancer. Mais après on sait que c'est quand même un gros salaire, donc c'est pas évident. Puis surtout t'as une chute d'un point de vue de niveau, t'as peu de réponses sur l'état physique, mais 27 ans. Il va à West Ham. Est-ce que ça va pas être pareil comme Calvin Phillips? Ça a été un prêt qu'on aura tous oublié, comme il était prêté l'an passé à Aston Villa pour assurer, tu vois, la rotation entre Ligue des Champions et Première Ligue. Pareil, Axel Disasi, pour moi, c'est pas le super crack, mais il peut faire une carrière honnête dans un club inférieur, entre guillemets, à Chelsea. Il y a même Dortmund, hein, Niko Kovac, qu'il a connu à Monaco, a aussi tenté, je crois, de le faire venir. Mais voilà, Disasi, Chelsea ça n'a pas fait, mais je sais pas, est-ce que si tu l'envoies à Leverkusen, est-ce que si je le ramène en Ligue 1 avec un salaire moindre, est-ce que ça peut pas quand même rendre quelques bons petits services? Parce que, ok, c'est encore une fois, c'est pas Van Dijk, c'est pas Ramos, mais il a des qualités quand même, et dans un club, voilà, chapeau 2, voire chapeau 3, je pense qu'il peut rendre quelques services. Ouais, je peux comprendre, toi tu dis qu'il est tellement surcoté, mais moi je l'ai jamais vu. Enfin, après, c'est pareil, hein, c'est Chelsea qui va sur lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette attirance de Chelsea pour. Si dès que tu as le passeport français, que tu mesures 1m85 et que tu joues en défense centrale, tu as l'impression que c'est waouh, on va foncer sur toi, quoi. Donc, à voir ça. Ta carrière rêvée si tu as été footeux hors Girondin. Waouh, c'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que j'aurais. En fait, je vais dire les clubs que je kiffe, mais j'aurais fait. Après, je suis obligé de dire Bordeaux quand même. Je suis obligé de dire Bordeaux. Je commence à Bordeaux, formé. Je fais toutes les années qu'il faut pour au moins aller chercher un titre.
Et des fois, je peux terminer ma carrière là-bas comme un Marc Planus, c'est pas grave. Mais je fais Bordeaux, Roma, Liverpool. Liverpool, le prime, vraiment, absolu. Si j'ai l'opportunité à 34, 35 ans, Boca Junior, je me fais un kiff en Argentine. Boca Junior, vraiment, un truc, un an et demi, un truc de fou furieux, comme Daniel Eder aussi. Voilà. Et après, je termine ma carrière à Bordeaux quand même. Parce que voilà, t'es obligé, tu rentres au Bercail, je serais peut-être payé au lance-pierre. À quel poste? Ouais, souvent dans mes équipes, j'ai joué défenseur central. Je peux pas mentir. Donc ça aurait été moi. C'est vrai que j'ai le même enchaînement que Salah, Roma Liverpool, même Alisson ou Aquilani. Mais ouais, Bordeaux, Roma, Liverpool, Boca Junior et Bordeaux. Je pense que je fais 4 clubs. Je suis formé, je termine à la maison, je boucle la boucle. Donc voilà. Quel profil d'ODC? Disons que le ballon peut passer, pas le joueur. Voilà, je te laisse deviner que c'est pas. Après, j'ai un pied, mais disons que des fois il y a certains contacts qui peuvent être rugueux. Ça, c'est très clairement le cas, quoi. Carrière type, pas le droit de dire Bordeaux. Si Pion, je commence à Bordeaux, je suis à Bordeaux. Mais en fait, je suis obligé d'inclure Bordeaux parce que j'ai déjà réfléchi 1000 fois à cette question et cette carrière idéale, je l'ai en tête. Après, forcément, s'il n'y a pas Bordeaux, oui, ça peut être un bon club formateur de Ligue 1, type Rennes, tu vois, par exemple, et tu peux remplacer Rennes par Bordeaux. Et si c'est pas. Je termine pas la carrière à Bordeaux, du coup, c'est Rennes, Roma, Liverpool, Boca. Et après, hormis Boca, qu'est-ce qui pourrait me chauffer comme challenge sympa? Peut-être le Japon, tu vois, comme Bafé Gomis, comme Valère Germain. Ça peut s'entendre également. Ça peut être ce cas-là, quoi. Pas de débat possible, mais la meilleure carrière d'un joueur de foot, c'est celle de Di Maria. Rosario, Benfica, Real United, PSG, Juve retourne dans son premier club européen, finance un club formateur. C'est vrai que la boucle de Di Maria, elle est très sympa. Ajax aussi, ouais, c'est vrai que comme tu le dis, Clément, belle possibilité. Mexique également, je suis d'accord avec toi. Toi qui tiens le compte en plus, FR Giallorossi, ça fait plaisir d'échanger avec toi. Ah, Yapstam, évidemment, Yapstam, c'est belle référence. C'est Nicolas Palois, Yapstam et Pépé, mais pas le Pépé soyeux. Pas le Pépé des dernières années qui était devenu un vieux sage. C'est le Pépé un peu sanguin des premières années. Ça, c'est clair et net. Ouais, carrière de Fabregas, d'un point de vue du cadre de vie, très fort. Là, c'est obligé de dire. Ah, la pige à pas fausse pour jouer à la LDC. C'est vrai que ça peut être un peu insolite. Ça peut s'entendre. Donc Edjouma s'engage à Lille, Gaëtan Perrin également. Donc Gaëtan Perrin qui va renforcer le secteur offensif lillois, tout comme Igaman. 20 matchs, 2 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues en Russie. C'est vrai que Gaëtan Perrin, il avait quitté la Ligue 1 après cette saison incroyable à Auxerre. Je crois qu'il était en double-double d'un point de vue des buts et des passes D. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur lui. Il y avait l'OL où il a été formé, il y avait Lens également. Losk, je trouve que c'est une belle recrue. J'attends de voir un peu son rôle. Est-ce qu'il va être dans la même zone que, par exemple, un Haraldson? Comment ça va se répartir un petit peu les rôles? Mais je pense qu'il peut faire que du bien. Normalement, c'est une recrue assez positive. Pour le coup, Edjouma, ça part de plus loin parce qu'à Toulouse, voilà, il avait perdu un peu sa place et en même temps, il n'a jamais été titulaire à 100%. Tu avais plus, tu vois, l'an passé, c'était King. Là, c'est plus Emerson, Hidalgo, des joueurs comme ça. Mais voilà, je pense que Lille n'a pas pu faire ses plans A, ses plans B, ses plans C. Est-ce que les plans A c'était Matistel? Est-ce que John Duran c'était vérifié? Ou est-ce que Martin Terrier, qui était aussi une solution crédible? Mais quitte à envoyer 5 millions d'euros, autant le faire sur un jeune. Il perdra pas forcément trop de sa cote, Noël Djouma. Si ça prend très bien, tu le revendras à un très beau prix parce qu'on sait que les attaquants à Lille, quand ça marche bien, c'est bingo. Si ça marche pas, normalement tu devrais pas trop perdre. Donc assez curieux quand même de le voir dans cet environnement-là, quoi. Ça c'est clair. Perrin, le pire, c'est que Lille a fait une offre qu'hier, lorsqu'ils ont appris dans la presse que Perrin c'était quasiment fait. Je pense qu'ils ont fait une surenchère, mais après je crois que du côté de l'AJA, il y a eu aussi des histoires de contrats qui ont changé, et c'est pour ça que Perrin était furieux, quoi. Je pense que Perrin sera surtout à droite, Correa ayant un dossier énorme sur Genesio pour rester dessus. Peut-être. Ah, Ouchiche, voilà, il y a quelqu'un qui voulait qu'on en parle absolument, mais on l'a déjà évoqué. Durée d'un an et demi, prêté par Aberdeen par Sunderland, lui qui a fait Lorient, le PSG forcément, Saint-Etienne. Donc à voir avec le leader de D2 comment ça fonctionne.
Andrea Leborgne en prêt à Avellino sur les tablettes de Brest lors de ce mercato, le jeune milieu de terrain français Andrea Leborgne qui avait disputé la Coupe du Monde du Vin, c'est ça exactement. Beau souvenir de lui, il va finir sa saison en prêt du côté d'Avellino, donc Brest aurait pu faire un mouvement. On a parlé le Cardinal qui va du côté de Saint-Étienne, renfort voilà 1,5 million d'euros. Moi je trouve que c'est pas mal pour de la Ligue 2, pour apporter un nouveau cadre. Le Cardinal qui a rendu des services partout où il est passé. Lens, Brest, et je pense qu'en Ligue 2 c'est quand même le haut du panier, donc même si tu réussis à remonter, parce qu'on sait que la saison de Saint-Étienne elle est très particulière, j'aime bien ce move, et je pense qu'il va peut-être un peu stabiliser cette équipe qui en a bien besoin, qui a des résultats, qui a un espèce de chamboulement. Il y a Montagny qui est arrivé, donc en termes de recrue maligne, je trouve que ça a du sens. Un jeune Bordelais, ex-Bordelais, Mathis Angeli, qui rejoint Anderlecht, parti de Bordeaux pour Wolfsburg, voilà, qui va rejoindre Anderlecht, prêt avec option d'achat. Donc content pour lui, parce que le championnat belge, ça permet de bien se développer. Wolfsburg, il est arrivé très tôt, je crois qu'il avait 17-18 ans, quand Bordeaux a vécu sa rétrogradation qu'il ne pouvait pas garder. Donc moi, je pense que pour lui, ça peut être l'occasion d'enfin avoir du temps de jeu en pro. Donc Kanté, on verra pour ça. Strand-Larsen, on l'a évoqué. Le prêt de O'Reilly officiellement cassé. Aïe aïe, le Danois de 25 ans retourne donc à Brighton après 25 matchs joués. Alors Angeli, c'est pas fait car problème Anderlecht. J'ai vu cette histoire et normalement ça devrait être fait. C'est pareil, les mêmes histoires de documentation comme Kanté au Fener, et finalement ça s'est rentré dans l'ordre. Donc entre guillemets, pas de panique pour ce truc-là. Ça va s'opérer. Il y a des petits arrangements. Tu vois, la FIFA, elle peut être assez conciliante selon comment les documents, les données ont été rentrés. Donc merci pour pas grand chose et au revoir. Ça avait bien commencé pour O'Reilly. Derrière, ça a été plus compliqué. On peut penser notamment au match, l'entrée au Trophée des Champions contre le PSG. C'est quand l'OM a commencé à sérieusement baisser le pied à l'automne. Il a fait partie des joueurs qui ont chuté sans fin. Donc, même si vous connaissez mon avis sur un roulement quand même très prononcé des joueurs à Marseille, le mercato où il y a beaucoup de départs. Voilà, il y a eu des arrivées peut-être un peu moins cet hiver. Là, pour le coup, vu ce que le joueur montrait, pas forcément de regret parce que t'aurais pu le garder un peu plus, mais t'as recruté Abdelli, Nahdi, t'as Nwaneri, Timber qui peut aussi évoluer dans les rôles qu'occupe O'Reilly. Donc dans ce sens, pour moi, il y avait trop de monde et autant ne pas attendre peut-être l'été prochain. Après, c'est vrai que c'est une tendance, hein, officiellement, le nombre de prêts qui ont été cassés, je trouve que c'est assez imposant, quoi. La Juventus annonce l'arrivée de Holm. L'arrière droit Emile Holm a été prêté par Bologne à la Juve jusqu'à la fin de la saison. Option d'achat estimée à 15 millions d'euros pour l'international suédois. S'escape 2 buts à 19 reprises. Un joueur qui a quand même pas mal de blessures, donc il faudra surveiller ça. Mais je pense que c'est pour forcément doubler les postes. Il y en a besoin. La Juve qui va poursuivre son aventure avec des champions, qui est bien revenu en Serie A. Donc voilà, pour étoffer l'effectif, c'est comme Jérémy Boga, tu vois. C'est un peu le même truc. C'est que Boga, je pense pas qu'il sera titulaire, c'est plus pour avoir une solution pour dépanner. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'échange Holm-João Mario qui rejoint Bologne, tu fais bien de le dire. Ça, c'est pas mal. Quelques mouvements qui vont faire plaisir aux Lyonnais, avec Gomez Rodriguez qui est prêté à Annecy. Je l'associe également ça à Enzo Molebe qui va à Montpellier. Voilà, deux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu de la part de Fonseca, qui même en ayant cet effectif restreint, leur a pas donné beaucoup de possibilités. J'ai souvenir de Molebe qui joue contre le Betis en Europa League, mais on sentait que voilà, il préfère même le jeune Rémi Imbert devant. Il y a eu des joueurs qui sont arrivés encore une fois dans leur secteur. Hendrik, il a Remchuk. Donc je pense que c'est un deal qui va s'entendre, que enfin c'est deux vraiment jeunes joueurs, mais avoir du temps de jeu dans deux équipes ambitieuses de Ligue 2 qui peuvent jouer la montée, ça peut être pas mal pour ces deux-là. Donc j'aime bien ce qui plaît ça. Oui, j'ai vu que Moïse Saïdion revient définitivement à Annecy. C'est vrai qu'Annecy, on n'en parle pas beaucoup ici, le premier, hein, mais dans le paysage médiatique français. Mais c'est vrai que c'est un club qui travaille bien. C'est vrai que c'est un club qui est bien revenu, qui s'est stabilisé, qui avait fait cette demi-finale de Coupe de France. Je me souviens de quelle équipe ils avaient éliminé au tour précédent. Et ouais, c'est vrai que si un jour il y a Annecy qui monte en Ligue 1, ça viendra de loin, mais ça sera pas du tout usurpé comme place, quoi. Clément Michelin, encore un ex-bordelais, qui passe du premier de la Ligue 2 au 17e, qui rejoint le Real Valladolid, le club de R9. De toute façon, il a disputé que 8 petits matchs. Le français Massolin à l'Inter cet été, formé dans le monde amateur, est passé furtivement par Clermont et la D2 belge. L'actuel leader de Serie A va laisser en prêt à Modène, son club actuel de Série B. Donc un joueur pour l'avenir,
très curieux de voir ça, parce que franchement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes qui partent, ça a été la première tendance vers la Bundesliga, d'aller aussi vers la Première Ligue, mais de plus en plus j'ai l'impression qu'il y a des chemins qui se font vers la Serie A, et ouais c'est vrai que tu vois l'Inter, Thuram, Ange Johan Boni, ou encore Andy Diouf et Massolin, du coup pas la garantie qu'il puisse évidemment éclore à l'Inter, mais 4 millions d'euros pour ce joueur, curieux de le voir. Et c'est vrai qu'il était encore dans le monde amateur à Moulin-Isère en 2022. Enfin, il y a des trajectoires, encore une fois, où ça peut s'accélérer très très vite. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de tous les mouvements possibles. On ira voir peut-être un peu plus en détail les bilans, les différentes choses sur ce qui se passe un petit peu sur la Ligue 1. Mais ouais, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à évoquer? Ouais, Chelsea rapatrie Sarr de Strasbourg, ça on le savait déjà, ça a été évidemment acté. Sassuolo achète Bacola et Koné à l'OM, et en plus Luis Garcia est prêté à Sassuolo. C'est vrai que l'OM, on parle beaucoup, forcément il y a toujours des arrivées, il y en a eu moins que d'habitude. Il y a eu beaucoup de départs, ça c'est vrai. Peut-être certains on n'a pas laissé assez de temps, mais en même temps l'OM a bien vendu cet hiver. Faut le reconnaître que tu as 45 millions d'euros qui rentrent dans les caisses. C'est peut-être ces 45 millions que tu ne vas pas avoir avec le barrage de LDC ou un potentiel huitième de finale. Donc, mais en même temps, tu te débarrasses de tous tes indésirables. Hein. Après, peut-être certains vont rentrer, mais Luis Garcia, c'était quand même un bon... il pouvait dépanner. Lui, pour le coup, ça ne m'aurait pas dérangé de le voir rester. Voilà, Koné, qui a convaincu tout le monde à Sassuolo. Bacola, qu'on a vu, ce match contre Newcastle... Malheureusement, il n'y aura pas plus. C'est un peu frustrant, mais sinon, forcément, je pense au Lirola, au Ruben Blanco, à Neil Mopé, à tous ces joueurs, Angel Gomez avant le Wolverhampton. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas su faire leurs preuves. D'autres, on leur a pas laissé assez de temps. Mais tu récupères 45 millions. C'est quand même pas mal sur un mercato hivernal. Mais comme je vous dis, tu as fait certains mouvements. Tu as des joueurs que tu dois payer parce que c'est des salaires Première Ligue ou c'est Timber, comme il y avait beaucoup de courtisans, donc je pense que tu as peut-être fait un peu de surenchère, mais voilà, tu récupères quand même, c'est vrai, une belle somme. Lookman s'est engagé avec l'Atlético. Voilà, on va la voir enfin, notre Ademola Lookman dans un autre contexte. Très satisfait. Je me disais il y a un an et demi, ça aurait pu être le Bayern, ça aurait pu être le PSG, ça aurait pu être une équipe de Première Ligue, mais finalement, l'Atlético, curieux de le voir. Pourquoi Lookman a été bloqué cet été pour laisser partir l'hiver? C'est toujours particulier. Je sais plus à quel point il était sous contrat, fin de contrat avec l'Atalanta, mais c'est vrai que ça devait se faire avec l'Inter, ça n'a pas été au bout. Il y a Fenerbahçe où c'était très très proche, et pour, je crois que c'était une modalité de paiement, à quel moment les différents paiements arrivent, et du coup l'Atlético en a profité, 40 millions d'euros, 28 ans, 41 sélections, un joueur qui a quand même pas mal de références en Serie A, en Ligue des Champions, bien sûr sa finale géniale d'Europa League, et aussi on a pu le voir encore une fois avec le Nigeria durant la dernière CAN, mais voilà, je suis content parce que je veux le voir un peu plus haut dans une équipe qui peut des fois servir d'arbitre entre le Real et le Barça en Liga. Donc moi j'aime bien cette possibilité, en plus pour l'attaque à deux du Cholo, que ce soit avec Alvarez, que ce soit avec Sorloth, Griezmann, peut-être que Griezmann, ils peuvent un peu être dans les mêmes zones, mais j'ai quand même envie de voir ça. Mais en tout cas, ouais, c'est un des transferts que j'attendais, pas forcément à la destination, parce que je voulais voir un petit peu comment ça bouge. Mais Lookman, écoute, à lui de jouer désormais, parce que je mise beaucoup, c'est un joueur que j'apprécie, donc faut pas qu'il me fasse mentir, surtout que j'ai évoqué tout à l'heure le fameux contexte Atalanta, qui a permis à beaucoup de joueurs de performer, mais derrière, quand tu les as sortis de l'équipe de Gasperini, c'était plus compliqué. À lui désormais de prouver qu'il a le niveau, l'étoffe pour les colchoneros. Ça, c'est clair. Donc Victor Orakpo qui bouge de Montpellier à Nice, ça s'était fait. Seydou Sow qui va finir la saison à Clermont, qui était prêté à Nantes l'an passé. Il n'a pas joué de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé, donc au printemps, donc là il va pouvoir un peu rebondir. Et puis après, on a quelques transferts un petit peu comme ça. Aston Villa envoie Eling Junior à Pise et Adam Massina réside avec le Torino. Donc je pense que c'est l'occasion de faire un peu notre bilan, si vous le voulez bien, de cette fenêtre. Déjà je vais aller sur Transfermarkt, évidemment, comme toujours, la famille, pour voir les différents bilans.
Le club le plus dépensier cet hiver, c'est le Stade Rennais, avec quasiment 20 millions d'euros envoyés, notamment Szymanski, Zabiri, Arnaud Nordin. On a le Paris FC juste derrière, 15 millions d'euros. On a l'OL qui complète 14 millions d'euros. L'OM également. Après, bon, t'as peut-être un peu de soucis parce que l'OM normalement a plus dépensé, donc il aurait podium. Mais bon, en tout cas, on a une zone similaire, Paris FC, Lyon-Marseille. Ensuite, tu as le LOS, tu as le PSG qui a fait Dro Fernandez, tu as Strasbourg qui a fait 3 joueurs, dont Gessim Yacine. Monaco qui a fait le prépayant. Nice, pareil, c'est Wai, 1,5 million d'euros. Tu vois, Lens, 4 joueurs, 2 millions d'euros seulement sur Haidara. C'est quand même un bon rapport qualité-prix normalement. Après, il y a des clubs qui ont fait des joueurs. Tu vois, Metz qui a fait Bounassar, qui a fait Guidala, Le Havre qui a fait Bouffal également. Lucas Gournadoua, peut-être que le mercato havrais c'est un des meilleurs. Moi il me manque quand même peut-être un numéro 9, et sinon je pense que le mercato havrais j'aurais été hyper emballé. Et puis même tu vois, Angers, Koyalipou et Vandenboomen, Sheriff et Abdelli s'en vont, t'as pas beaucoup d'argent pour les remplacer, je trouve qu'à court terme c'est malin. Et Lorient et Brest sont les seuls clubs à ne pas avoir bougé. Et comme je vous le disais, l'OM finalement est l'un des clubs qui s'en sort le mieux dans ces ventes-là. 8 joueurs partis, 43 millions d'euros récupérés, c'est une belle moyenne. Alors Rennes, on n'a pas inclus Jacquet forcément, sinon ils auraient tout pété sur cet hiver-là. Ce sera pour l'été prochain, on devra inclure cette somme. Monaco, tu vois, pareil avec la belle vente d'Inkina. Auxerre qui envoie Matondo au Paris FC. Il y a des clubs qui n'ont pas vendu, tu vois. Nice, pourtant, il y avait peut-être des joueurs à faire partir. Le Paris FC. Nice a fait partie, en fait, de ces indésirables par rapport à la situation du club et ce qui s'était passé l'embrouille, Boga et Mofi. Sinon, on a aussi le Paris FC, Le Havre, le PSG, Nantes, Lille et Lorient qui n'ont pas récupéré forcément certaines sommes. Mais on va y aller petit à petit sur club par club. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc le PSG... Est-ce qu'on pouvait attendre plus, peut-être? Est-ce qu'il fallait renforcer la quantité, la profondeur de banc? Sans doute. Luis Enrique a choisi de ne pas encore une fois bousculer cet équilibre. Il y a juste Dro Fernandez, l'opportunité de marché. Le jeune de la Masia, tu payes un peu plus que la clause libératoire. C'est un joueur qu'on va découvrir. Ça va permettre d'étoffer un peu soit le haut ton milieu de terrain, soit certains postes. J'aurais quand même voulu peut-être... un joueur de complément en plus, type Valentine Barco, mais on sait que la volonté à Paris, c'est de plus forcément faire du mercato pour faire du mercato. Et dans ce sens, on verra si le temps leur donnera raison. T'as la Ligue 1, bien sûr, mais t'as aussi avec des champions, on attend tout ça un petit peu. Le barrage contre Monaco, le potentiel 8ème contre le Barça ou Chelsea, où ça peut être de belles étapes, mais si le PSG, ça prend encore une fois, si t'as plus tous ces pépins physiques, et c'est ça qu'on doit leur sauter finalement, c'est d'avoir leur 11 à 100%. Là, du coup, si t'as tout le monde qui est à bloc, t'as peut-être pas besoin d'avoir encore une fois de mercato. Ça, je peux l'entendre. Et le prêt de Noam Camara, qui a été peut-être bloqué avec l'arrivée de Zabarni, comme Marquinhos est resté, tu as toujours Beraldo qui est là. Mais Noam Camara, à l'OL, on en reparlera, mais je pense que ça peut être une très très belle affaire pour les Lyonnais, parce que c'est un joueur qui doit lancer forcément sa carrière un peu plus en pro. Du côté de l'OM, franchement, on est dans un moment, encore une fois, tout feu, tout flamme. On va voir ce qui va se passer ce soir. On sort d'une semaine terrible. L'enchaînement Bruges, Paris FC, toutes les déclarations. Mais à part Tuchoukou Nadi, où j'ai pas beaucoup d'informations sur ce joueur, où j'ai l'impression que c'est vraiment le profil de sentinelle pur, le mec d'équilibre, le mec qui va être là pour ratisser, récupérer des ballons, et qui n'est pas forcément un grand copain balle au pied, mais on verra. S'il est recruté vraiment pour être un joueur qui colmate les brèches, pourquoi pas. Par contre, Ethan Nwaneri en prêt, très belle affaire. J'aurais presque voulu qu'il le récupère pour 1 an et demi. On verra ce qui se passera l'été prochain. Quinten Timber, 24 ans, 4,5 millions d'euros. Il était en fin de contrat au Feyenoord. C'est quand même un joueur, même s'il y a eu des petites limites physiques, même si on sait qu'il peut avoir un plafond de verre, je pense que c'est quand même assez sympa. Franchement, d'ailleurs, ses premiers matchs en Ligue 1 sont quand même pas mal du tout. Est-ce que Nwaneri et Timber auraient pu changer le destin de l'OM à Bruges? Sans doute, mais tu sais que tu n'avais pas le droit de les inclure avec des champions. Abdelli, toujours cette question, c'est quand même un grand saut pour lui, passer d'être le meilleur joueur d'Angers à être un des meilleurs joueurs de l'OM, est-ce qu'il en est capable? Ça m'intrigue forcément. Après, je suis surtout content pour lui, parce que c'est un gars bien, c'est un mec qui attendait ce transfert dans son club de cœur un petit peu, donc... oui, je sais, je connais l'OM. Si dans 6 mois, on m'annonce Abdelli prêté avec option d'achat au Genoa
à Sassuolo ou Hellas Vérone, c'est un peu la roue gagnante de Longoria. Je serais pas étonné, mais j'ai aussi envie de lui laisser un peu de temps. En fait, ça, c'est est-ce que Abdelli, après bon, c'est vrai qu'il connaît le championnat, c'est un joueur qui, à quel poste il va évoluer? Est-ce que ça va être ton 10? Est-ce que ça va être le remplaçant de certains? Est-ce qu'il va être dans le double pivot? Je pense pas qu'il sera forcément en double pivot, mais Abdelli, à lui de jouer, il a une opportunité en or. Passer d'Angers à l'OM, c'est quand même très fort. Donc à lui désormais de nous prouver. Mais dans le sens des arrivées, je suis quand même assez emballé. Nadi, quelqu'un a parlé, c'est potentiellement le Paul Akuoku de l'OM. Ça peut l'être, hein, totalement. C'est vrai que j'ai regardé même la vidéo de Floto Nuti, sa présentation tactique. Ça fait un peu peur, mais voilà, si ça se trouve, il y a eu un coup de cœur, un déclic, et ça peut nous surprendre. C'est un genre, j'avoue que quand j'ai vu la nouvelle, je m'y attendais pas forcément. Et du coup, ça débarque à l'OM. Dans le sens des départs, bah voilà, tu avais des opportunités de marché. Vendre Robinho Vaz, qui a quand même un vrai potentiel, mais tu sais pas ce qu'il va pouvoir devenir, comment ça va basculer. Donc à cet instant T, le vendre 25 millions avec bonus, pourquoi pas. Pareil pour Bacola, mais c'est comme d'hab, c'est que tu as fait beaucoup de communication en mode ouais, maintenant l'OM c'est les jeunes, maintenant c'est de la post-formation, maintenant c'est les gars, les petits qu'on va faire monter. Tout ça pour 2 mois après les vendre. Donc regrettable, mais oui, tu récupères 35 millions d'euros sur Vaz et Bacola, oui, c'est quand même très très bien. Ismaël Koné aussi, que tu réussis à bien vendre, lui qui a l'air de s'éclater à sa solo. Après, voilà, comme d'hab, c'est les joueurs qui t'ont pas plu. Matt O'Reilly, Angel Gomez, qui part à Wolverhampton. D'ailleurs, je crois que l'option d'achat est à 6 millions d'euros. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est un joueur qui est arrivé libre. Mais en même temps, c'était un gros salaire. Et du coup, pour tout le reste, je vous ai déjà dit, Lirola, Mopé, Garcia, Blanco, tu allèges, hein. Tu allèges pas mal ta masse salariale, tu allèges ton effectif, donc ça peut s'entendre. Mais je pense qu'il faudra encore une fois l'été prochain faire un tri et pas forcément faire beaucoup de mercato dans le sens des arrivées. Même si on est dans un moment un petit peu charnière pour l'OM parce qu'il se passe beaucoup de choses, il faut avoir aussi le style de coach. Mais l'OM est peut-être à 1, 2, 3 joueurs près d'avoir un 11 qui peut vraiment bien carburer. Faut peut-être encore trancher sur certains rôles. Après, bah, tu vois, un Murillo, ce serait pas étonnant, qui partirait assez vite vu sa brouille avec De Zerbi. Monaco, écoutez, Monaco, fallait faire un peu plus de mercato peut-être. On sait le nombre de blessés, on sait surtout le nombre de joueurs qui déçoivent. Woodfest derrière, je suis un peu sceptique. Mais Adingra, ça me parle un peu plus comme je vous l'ai dit, donc j'attends de voir comment ça va performer. T'as le barrage où t'es très clairement pas favori du tout contre le PSG, mais franchement, Adingra, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut prendre assez vite. Comme je vous dis, il y a des objectifs aussi Coupe du Monde, hein, même pour Woodfest, hein, intégrer la liste de Rudy Garcia, intégrer la liste d'Emers Faé, ça peut être de beaux challenges. Et du côté des départs, oui, c'est vrai que c'est le jackpot, quoi. Georgi Nikina, qui a quoi, peut-être 15 matchs titulaires en 1 an et demi, qui est transféré 33 millions d'euros avec bonus à Etihad. C'est trop fort. Enfin, franchement, là, tu peux que t'incliner. Et Lucas Michel qui va aller récupérer du temps de jeu à Metz en prêt, c'est bien parce que c'est un jeune joueur. Pareil, 20 ans, si un Metz, même un Metz malade, un Metz qui peut aller tout droit en Ligue 2, au moins ça lui fera une première vraie expérience en Ligue 1. Catastrophique leur mercato, ils ont vendu aucun indésirable. Après, bah, les indésirables, c'est des trucs un peu particuliers. C'est Ansu Fati qui, à partir au Barça, tu peux peut-être pas casser le prêt parce que tu es limité en quantité. Pogba, tu as quand même le contrat, même si bon, bah, on sait que la condition physique, c'est plus qu'une inconnue. Après, ouais, tu as des joueurs sur qui c'est difficile. Hein. Mika Biret, même si l'entrée contre Rennes était pas mal. Thio Kehrer qui n'a pas trouvé preneur. Oui, je pense que de toute façon, Monaco, le grand tri, ça va être cet été. Et là, il faut vraiment faire un vrai reset de ce club. Côté Nice, pas beaucoup de mouvements. Une seule arrivée principale, c'est Liwai. Mais pour le coup, bah, ça a du sens. C'est déjà 3 buts en 3 matchs, 3 ou 4 matchs de Ligue 1. Ça performe bien. Donc je pense que tu vas aller chercher ce mec qui directement va t'apporter cette dizaine de buts qui vont te permettre d'aller chercher ce maintien. On verra en Coupe de France ce que ça donnera, mais c'était un peu la priorité. On sait que Eliway qui doit se relancer, c'est pas peut-être le cas le plus facile à gérer du foot, surtout avec un Claude Puel qui revient 5 ans après avec ses méthodes. Mais là, pour le coup, ça se passe très très bien. Même le match à Nantes, où il marque pas, il est bon. Je pense que la priorité de Nice c'était de dégraisser et de faire le tri. Ils auraient pu aller plus loin, mais Boga et Mofif avaient trouvé des portes de sortie. Après, là, encore une fois, c'est les agents qui ont fait le job, mais Mofi qui rebondit à Porto et Boga à Juve. Mofi parce que ils font un remplaçant à Samuel Aguewa. Je crois que Luc de Jong se fait une blessure longue durée. Et tu as également Boga pour faire souffler, pourquoi pas, du Canalidiz.
mais trop fort. Enfin, quand tu vois, tu me dis, leur première partie de saison, le déclin physique, notamment je pense à Mofi, et la brouille avec les supporters, où c'était assez violent, et le fait que les mecs n'ont plus joué depuis 2 mois, et ils vont rebondir dans une équipe Ligue des Champions, top 4 Serie A, et une autre qui peut remporter l'Europa League, qui a peut-être remporté le championnat au Portugal. Chapeau, franchement, c'est une bascule assez inédite, je vous avoue. Côté LOSC, pas beaucoup de mouvements, peut-être qu'il fallait un peu plus parce qu'on sentait l'urgence du mercato hivernal et surtout de ce mois de janvier catastrophique en Ligue 1. Tu as quand même assuré ta place en barrage pour l'Europa avec ce match à venir contre l'Étoile Rouge. Gaëtan Perrin, je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment une bonne option sans se ruiner, 5 millions d'euros. Et Djouma, c'est plus un pari, mais si ça prend, comme toujours, ça peut être assez fantastique. Nice ce week-end, ça fait 2-2 contre Brest. Ils s'étaient menés 2-0. Ils ont fait preuve de caractère pour revenir, avec d'ailleurs un but de Wai. Donc Perrin, ça peut vraiment apporter un boost nécessaire à cette équipe lilloise. Lui, qui, encore une fois, je répète, j'avais adoré sa saison à Auxerre, et je voulais le revoir en Ligue 1, peut-être à Lens, à l'OL, dans une équipe voilà, un peu ambitieuse, top 7, pourquoi pas européenne. Ligue des Champions, c'était trop juste, mais Europa, ça lui correspond bien. Le gros échec de Lille, bah après, Edjouma, ils le mettent ailier droit, c'est un numéro 9, hein. Il peut jouer numéro 9, donc ça va être lui, peut-être potentiellement, le nouveau 9. Voilà, c'est un pari immense. Je ne sais pas si ça va se confirmer. Je pense que malheureusement, Lille a trop joué le contre-la-montre et n'a pas su finaliser. Peut-être qu'ils ont trop forcé sur certaines pistes, comme Martin Terrier, que Leverkusen a voulu garder avec toutes les compétitions au programme. Attention, c'est vrai que tu peux peut-être le regretter. L'OL qui mine de rien, dans cette période de très bons résultats, a quand même bougé pas mal de choses. Il y a un joueur qui est forcément peut-être potentiellement le meilleur coup du mercato hivernal, c'est notre ami Hendrik. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Après, vous connaissez aussi ma position sur le fait de dire quel est le meilleur coup du mercato hivernal quand on est le 2 février. Il faut toujours attendre pour moi plusieurs mois pour se faire une idée par rapport aux adaptations. Mais Hendrik, c'est le genre de truc où tu as très peu de doutes. Tu sais que ça a matché à 99% parce que tu avais ce besoin. Tu as un joueur qui doit se relancer. Pareil, Hendrik, il y a aussi l'objectif Coupe du Monde qui peut être dans son esprit. Dans le jeu de l'OL, il manquait que ce chaînon manquant. On sait que Satriano, ça n'a pas fait l'affaire, que Miko Tadze a laissé un gros vide. Donc franchement, Hendrik, tous les jours, c'est le mouvement qui me plaît le plus, quoi. Enfin, c'était ce qu'il fallait pour embellir cette OL-là. On a vu que sur les premiers matchs, ça parle. Et même contre Lille, il n'a pas fait un grand match. Et voilà, ils ont su gagner sans lui. Donc c'est bien aussi de ne pas avoir cette Hendrik dépense. Je suis d'accord avec toi, son match contre Lille n'est pas bon, hein, Lyonnais 88. Mais au moins, tu peux aussi exister sans lui. Et on sait que le match contre Lille était compliqué, mais collectivement, ça dégage quelque chose. Et pareil, là, j'ai l'impression qu'on laisse bosser la cellule de recrutement. Noam Camara, prêté par le PSG, peut-être pour l'avenir, l'OL va se rattraper de sa bourde, parce que je pense que c'est une bourde d'avoir laissé Mamadou Sarr filer à Strasbourg pour pas grand-chose, et du coup d'avoir enfin son jeune prospect en défense centrale qui va pouvoir tout péter. Et Noam Camara, on a peut-être l'étoffe, on va qu'on se donne rendez-vous pareil dans quelques mois, quelques années, mais quand je vous dis, si ça se passe bien, si l'OL continue à garder cette bonne énergie, cette bonne entente, cette cohérence, je pense que Noam Camara peut vraiment bien se développer. On a aussi Noah Narté, qu'on a vu déjà marquer, ce jeune joueur qui débarque du Danemark. On sait qu'il est pétri de qualité, que c'est un joueur qui va beaucoup t'apporter dans les 30 derniers mètres, dans les courses offensives. Il doit encore se faire au rythme et à l'intensité de la Ligue 1, mais pour avoir un registre différent, presque complémentaire d'un Tolisso, mais aussi d'un Tessman, d'un Morton, j'ai l'impression que c'est bien, parce que c'est plus l'OL de John Textor, c'est l'OL de Mathieu Louis-Jean, de sa cellule de recrutement, de Mickaël Scout, de Ben Charrier que je salue, que j'embrasse parce que c'était des collègues de Twitter. Je suis trop content pour eux qu'ils puissent avoir leur aventure comme scout dans un tel club. Mais là, je vois leurs pattes. Et après, Roman Yaremchuk, forcément, coup de cœur de l'Euro 2021. On est 4 ans et demi, 5 ans après. Les temps ont changé. À Olympiakos, c'était pas dingue, mais encore une fois, pour avoir ce 9 de complément, ça peut être une belle chose. Franchement, je pense qu'il va leur faire peut-être du bien pour souffler sur certains matchs, surtout que l'OL est sur 3 compétitions, Europa, Coupe de France et Ligue 1. Donc Hendrik pourra peut-être pas tout enchaîner, Pavel Chouk également, Afonso Moreira aussi, en attendant le retour de blessure de Fofana et Nouama. Donc Yaremchuk, pareil, j'en ai pas des attentes immenses, mais sur le profil, tu as un pari limité, même financièrement, voilà, après montant du prêt 1,5 million d'euros. Et ouais, je pense qu'en doublure,
ça peut faire l'affaire. Et côté départ, voilà, tu as des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire comme Satriano, tu as levé l'option d'achat, mais je crois que Retafe a proposé un peu plus, c'est peut-être 6 millions d'euros de mémoire. Tu as les jeunes qui doivent aller s'aguerrir, Alejandro Gomez-Rodriguez, Enzo Molebe, tu as Selko Mehdi dont l'option d'achat a été levée par Wolfsburg, donc ça rapporte un peu de sous. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit un Noël là, tu vois, on voit un Noël qui peut de nouveau dépenser, qui peut se mettre un petit peu dans le rouge, mais on sait que c'est pour aller de l'avant sportivement. Donc c'est vrai que c'est une période, j'ai rarement connu ça à l'OL depuis même une dizaine d'années. C'est vrai que j'ai l'impression que tourne quoi. Je retrouve comment dire presque l'ambiance du Final 8 de Lisbonne où tu as l'impression que tout était merveilleux pour ce club. Sipionista, je te félicite, 1 heure de stream et toujours pas de c'est clair et net quoi. Ah désolé, c'est vrai que quand tu fais plusieurs streams par semaine, quand tu parles toujours des mêmes choses, il y a des expressions qui peuvent revenir. Et désolé, j'essaie de varier à chaque fois le vocabulaire pour que ce soit le plus agréable, mais je sais qu'il y a des mots du vocabulaire qui peuvent revenir un petit peu. Donc c'est pas c'est pas contre vous, mais voilà, pour essayer de se renouveler. Comme je parle, il faut aussi que je pense à ça, donc plusieurs choses à évoquer. Strasbourg, qui a un peu bougé, comme d'habitude, avec les copains de Chelsea, David Datro Fofana, Aaron Anselmino, des joueurs qui ne voulaient pas forcément venir, donc attention aussi à cet aspect mental. Mais voilà, d'un point de vue sportif, oui, Datro Fofana en doublure de Panicelli, ça peut le faire. Anselmino à Dortmund, de ce que j'ai vu, c'était pas mal aussi. Ce départ quand même de Mamadou Sarr, attention, parce que Strasbourg est quand même bien embarqué en Coupe de France, premier de Pipion League, et en Ligue 1, ça vise encore une fois le top 6, c'est peut-être un truc qui va vraiment les affaiblir. D'autres joueurs, j'aurais pu être plus, pas intrigué, mais me dire, ok, ça peut limiter la casse, mais Mamadou Sarr, vraiment, a apporté quelque chose de fabuleux à cette équipe pendant 1 an et demi. Et après, bon, bah voilà, Chelsea voulait peut-être faire jaquer, ils se sont dit, bon, Mamadou Sarr, il nous appartient, allez, il a fait une très belle canne, on le rappelle. Gessim Yacine aussi, qui finit à Strasbourg, qui vient de Dunkerque, un joueur qui a été courtisé par beaucoup de clubs de Ligue 1, 7 millions d'euros quand même pour un joueur de Ligue 2, mais on sait que c'est un gros talent qui avait également cette Coupe du Monde du vin. J'espère qu'il aura le temps de jeu nécessaire à Strasbourg, que ça va venir petit à petit pour lui. Mais c'est vrai que, comme je vous le dis souvent, alors Martial Godot a fait de bonnes choses. Son match contre le PSG était moins abouti. Mais depuis le départ de Dylan Bakwa, j'ai jamais retrouvé cet ailier percutant, remuant, le mec qui te fout le bazar dans la défense adverse. Et j'ai hâte de voir Gessim Yacine peut-être prendre ce costume-là. Ce sera peut-être pas de suite. Et Emega, est-ce que c'est grave? Emega, je crois qu'il a rechuté, non? La saison galère de Emega se poursuit. De nouveaux blessés indisponibles, 6 semaines. Mais une saison compliquée, 25% depuis le début de la saison. Emmanuel Emega n'a disputé qu'un quart des minutes de jeu de Strasbourg. Ça fait tâche quand on est capitaine, c'est vrai. Là, du coup, son rêve de Coupe du Monde en plus s'éloigne. Victime du blessure musculaire à l'entraînement, j'étais en déplacement sur le bord de Garonne, il n'est pas revenu depuis. Mais selon nos informations, il a bel et bien rechuté dans le travail en salle. Et son absence sera de 6 semaines au minimum. Donc, ouais, il pourrait revenir. En plus, s'il revient dans un mois et demi, tu auras la fameuse trêve internationale de mars. Donc, Emega, il y a un monde où on le revoit que début avril. C'est vrai que là, pour les objectifs de la saison, et notamment lui, son change Coupe du Monde, ça peut être assez compliqué, quoi. Ouais, ça, vraiment chaud, quoi. Bonsoir par ici, supporter de Strasbourg. Je me demande sincèrement si cette rechute n'est pas diplomatique. Par rapport à tout ce qu'on a vu, les déclarations, la mise au placard, ça peut s'entendre, mais moi, j'insiste depuis le début de ce live sur le challenge Coupe du Monde. Et quand t'es Emega, que t'as déjà été appelé en sélection, je me dis, pourquoi pas, même si on sait qu'il peut-être il s'est brouillé avec certaines personnes au club, voilà, l'objectif mondial pour un joueur, en plus à cet âge-là, c'est quelque chose de fou. Donc je pense pas qu'il triche, Emega, je pense pas qu'il triche. Donc c'est pour ça que David Datro Fofana est arrivé. David Datro Fofana qui commence quand même, mine de rien, à enchaîner pas mal de prêts. Est-ce que vous êtes accrochés? David Datro Fofana est acheté par Chelsea à Molde en 2023. 12 millions d'euros. Derrière, c'est prêt à l'Union de Berlin. Il est rappelé quelques mois après. C'est le prêt à Burnley. Il est rappelé ensuite. Après, c'est Godzepe. Il revient à Chelsea pour, je crois, faire le nombre jusqu'à la fin de saison. Ensuite, c'est Karamouk. Et derrière, c'est de nouveau Strasbourg. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5... Attends. 1, 2, 3... Ouais, 5 prêts depuis qu'il est arrivé à l'été 2023.
Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Et malheureusement, ça, c'est comment tu veux te développer, comment tu veux devenir l'attaquant pour lequel tu as été recruté, quand tu es aussi bougé à ce point. David Atrofana, c'était 15 buts avec Molde. Sinon, c'est 1 but en 12 matchs avec l'Union Berlin, 4 buts en 15 matchs avec Burnley, 2 avec Godzeper 9 matchs, 6 avec Karamouk. C'est quand même pas un bilan foufou. Et avec Chelsea, ouais, il avait fait 3 matchs de PL. Pas forcément évident. C'est pour ça que qu'est-ce que tu veux faire, enfin, normalement, quand t'es autant bougé que tu déménages, c'est pas évident. C'est le fils de Michi. C'est vrai, c'est vrai que ça doit être ça également. C'est ça, c'est pas évident. Et en plus, moi, de ce que j'avais vu à l'époque à Molde, il y avait un truc. Mais juste, laisse le gamin quelque part. Quitte à l'envoyer en prêt à Strasbourg, à y aller à fond, laisse-le 2 ans. Parce que là, à 23 ans, est-ce qu'il n'y a pas certains trucs qui vont lui passer, comme potentiellement la Côte d'Ivoire? T'as premier match avec la Côte d'Ivoire, c'était en 2019. Il avait 16 piges. Ouais, c'est quand même très très jeune pour lui. Et derrière, il a refait des matchs en 2022. Tu vois, même le train de la Côte d'Ivoire, il est en train de lui passer devant. Donc, est-ce qu'à Strasbourg, ça va permettre enfin de renouer ça? Je ne sais pas. Mais ouais, quand tous les 6 mois, t'es bougé à droite à gauche, ça n'a aucun sens, quoi. Au bout d'un moment, autant laisser le gamin. Bon, le gamin, il a 23 ans, mais vous me comprenez. Essayer de le laisser un peu plus de temps. Du coup, tu as aussi des joueurs qui ont été rappelés de près. Pape Demba Diop qui est envoyé à Toulouse. On voit que ça marche bien. Tu as Ryan Messi également, rappelé de près à Pau, qui lui va s'engager avec un club saoudien. C'est pas affiché là dans le bilan. T'as aussi Junior Manga qui est rappelé du coup. Et dans le sens des départs, Félix Le Maréchal, un joueur qu'on a bien apprécié, mais voilà, on sait qu'avec Rosseigneur, il a été un peu déclassé à Bruges. Je pense vraiment pour Bruges, c'est une super affaire. Très très bien pour eux. Edouard Sobol, 30 ans, qui file à Jablonec. Ensuite, on a pas mal de prêts. Donc Seydou Sow à Clermont, Abakar Silla à Nantes, Milos Lukovic, autre avant-centre serbe qui va à Preston, et Rabi Nzigula, du coup, tiens, Nuremberg, on t'a rappelé un mec, du coup, Nzigula qu'on avait découvert à Montpellier, qui va aller lui aussi en Allemagne. Et puis Mamadou Sarr, ouais, la plus grosse perte, hein, forcément. Voir si Anselmino, si d'autres joueurs comme Oxberg vont augmenter le curseur. Ça va être intriguant. On arrive à Lens. Lens, c'est comme le mercato précédent. Peut-être que ça manque un peu je vais pas dire de jeunesse, mais peut-être une pépite comme ça pour continuer à entretenir le rythme. Mais sinon, dans ce mercato d'encadrement, d'expérience, qu'est-ce que tu veux dire? T'as Saint-Maximin, Masuaku, Gorgelin pour le numéro 2 et Aïdara pour 2 millions d'euros. Alors peut-être que niveau masse salariale, tu refais un petit peu de poids, mais mine de rien, tu as aussi fait partir quelques joueurs, donc Machado qui est affilé à Nantes. On a aussi Odjediran qui était un peu un indésirable sous Pierre Sage qui va en MLS du côté de Colorado Rapids. Morgan Guilavogui, 5 millions à Salt Lake, donc Real de Salt Lake City, qui avait été, pareil, Sampaoli, il avait recruté, mais finalement, le lance à une option, il l'avait repris. Et puis tu vends Satriano 5 millions d'euros pour un mec qui s'est fait les croiser dès qu'il est arrivé chez toi. Ouais, écoutez, ce mercato lensois, j'aime bien parce que tu récupères quelques liquidités, tu récupères quand même 11,5 millions d'euros en tout. Tu fais ce bénéfice-là qui est pas mal. Et là, tu vas aller sur des profils un peu plus convaincants. J'ai l'impression que tu prépares la Coupe d'Europe, quoi. Tu prépares la Coupe d'Europe dans le sens où tu étoffes ton effectif. Tu vas sur quelques poids. Tu sais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément fait l'affaire à 100%, comme Guilavogui. Du coup, tu vas prendre Saint-Maximin. T'as Sangaré, Thomasson et Bulatovic, mais prendre un quatrième milieu, c'est pas déconnant. Du coup, Aïdara va pouvoir t'apporter ça, surtout que c'est un joueur qui doit se remettre à 100% physiquement. Et Masuaku, voilà, pour faire le nombre. En défense centrale, est-ce que ça peut être Piston? Est-ce que ça va alterner avec Udol? Mais Udol est tellement bon à ce rôle, j'imagine peut-être un peu derrière, avec, tu vois, Masuaku, Sarr, Gagnou ou potentiellement Baïdou qui va revenir de sa blessure. Gradit, la saison, je pense qu'elle est terminée vu sa grave blessure. Mais c'est vrai que Lens, voilà, encore une fois, c'est cohérent. Ça va chercher des joueurs et des bons coups, quoi. Saint-Maximin, 28 ans seulement. Ouais, comme je vous dis, très curieux de le revoir dans ce championnat. Quelques années après, voir le gars qu'il est devenu. Et j'espère, quand je pense à Saint-Maximin, je vais pas dire des highlights, mais je veux du drill, je veux du grain de folie, je veux qu'il enflamme Bollard. Et j'espère qu'il va nous offrir ça. Voilà, donc on passe maintenant à Brest. Hop, maintenant on peut passer à Toulouse directement. À Brest, voilà, écoutez, on fait monter un joueur de l'équipe B, Raphaël Le Guen. Sinon, on fait partir le Cardinal à Saint-Étienne et on se fait prêter Bourgault. Donc pas grand chose à signaler. Comme je vous disais, je pense que Brest aurait pu faire peut-être un ou deux mouvements pour
je sais pas, sortir de Rigaretta en championnat, mais je les vois pas en danger, mais je les vois pas aussi aller chercher potentiellement la première partie de tableau et place européenne. Donc voilà, maintenant pour moi, Brest, ils doivent essayer de développer des joueurs comme Pathé Mboup, tu vois, quitte à être vraiment dans cette saison de transition, aller chercher des joueurs comme ça peut être assez sympa qui vient de Ligue 2, leur donner un peu plus, voilà, les accompagner comme on dit, même les juniors Diaz qui a été recruté à 3, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que Brest, je pensais peut-être au gardien de but, et finalement, comme Grégory Couder fait le job, c'est pas dingue, mais ça fait le job par rapport à Mayeki. Donc je pense que ouais, parmi les gros challenges de Brest pour l'été prochain, il y aura forcément ce gardien de but. Toulouse, qui n'a pas, pareil, beaucoup bougé, mais qui a fait encore une fois un mouvement qui peut être un des meilleurs coups du mercato par rapport à ses débuts. C'est pas Demba Diop qui s'est installé directement comme un titulaire indiscutable, et ça peut être très bien et en Ligue 1 pour aller chercher l'Europe, mais aussi en Coupe de France où Toulouse a un coup à jouer. Quart de finale à venir contre Amiens, pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Grégoire Couder, ouais, évidemment. Jacen Rossellereau, on sait que Toulouse aime ces petits coups-là, voilà, exactement en Amérique. On a eu Mackenzie, on a eu plein de joueurs qui sont arrivés comme ça de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, on a un avant-centre canadien qui arrive de Columbus Crew, l'ancien club de Wilfried Nancy, pour 2 millions d'euros. Donc on sait que Toulouse, ils vont chercher des joueurs qu'on ne connaît pas. C'est leur cellule data, ça bosse bien. On a vu des coups qui se sont transformés, qui ont bien fonctionné. Hein. Charlie Cresswell, Caceres, qui finalement est resté un Caceres qui a boudé, qui a même célébré son but. Du coup, qui n'a pas célébré son but, qui était vraiment vénère et qui finalement reste. Ça, c'est quand même assez savoureux. Mais ouais, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Et je me dis que quand tu vois la saison toulousaine, il n'y avait pas forcément besoin de faire beaucoup de mouvements, mais c'est bien d'avoir ces profils de complément, Demba Diop parce que Abou Francis s'est gravement blessé, et Rossellereau pour apporter peut-être un truc différent à l'attaque. Donc ça me plaît bien. Les départs, on l'a dit, Edjouma et Niklas Schmidt qui va filer en prêt à Darmstadt. La JOCR, ça manque pour moi de ce fameux numéro 9. Voilà, comme Sekou Mara n'a pas fait l'affaire, Sinayoko peut faire beaucoup de choses, Namaso aussi, mais un 9, vraiment un pur 9, je pense avec Sinayoko, Namaso, voire Fèvre qui tourne autour, ça peut être sympa. Mais Auxerre a quand même fait des joueurs. Romain Fèvre, c'était important. Naïrou Amada aussi, qui a été transféré elite de Crystal Palace avec un petit pourcentage, je crois, à la revente. Et puis Brian Oko qui arrive de Lausanne en défense, qui a déjà été dans le groupe le week-end dernier. Donc Auxerre a quand même étoffé un peu son effectif. Il y a Ibrahim Osman, le prêt a été cassé. Dommage, il y avait les promesses de l'été, ça n'a pas continué. Rudy Matondo, 17 ans, qui part au Paris FC pour 15 millions d'euros. C'est le genre d'offre où je me dis, est-ce que ça anticipe pas peut-être une potentielle descente? Que vous connaissez mon avis sur la JA, je pense qu'ils ont l'effectif, ils ont la ressource pour au moins aller chercher le barrage. Il y a encore 7 points de retard sur Le Havre en Ligue 1. Mais avec un numéro 9, j'aurais été plus optimiste. Même avec Gaëtan Perrin, j'aurais dit ok, j'y crois. Là, malheureusement, la JA n'a pas eu le temps de se retourner. Et ça va commencer à être peut-être difficile pour Pélissier de performer dans ce sens. Donc voilà, il va falloir compter sur Fèvre, sur Amada. C'est vrai que Sinayoko et Namaso sortent d'une belle canne. Ça leur a fait une pause. En même temps, ça peut être un élan différent. Et pour ces joueurs-là, ça peut être aussi l'occasion, malheureusement pour la GIA, de se montrer, peut-être d'être valorisé pour le prochain mercato. Mais ouais, Romain Fèvre, on sait qu'à Lorient, c'était pas dingue. On sait que le retour à Brest, c'était mitigé. Donc voilà, il revient d'Arabie Saoudite. Est intriguant. Et à Amada, pour le milieu de terrain, t'as le départ Matondo, donc ça compense. J'ai entendu plus de ce mercato de la GIA. Pour moi, il fallait bouger plus de choses et montrer que tu voulais vraiment te maintenir. Ils peuvent le faire encore une fois avec l'effectif actuel, mais il va falloir trouver peut-être d'autres choses. Et j'espère que ça passera pas par le renvoi du coach, parce que Pélissier, je l'apprécie encore une fois. Rennes, qui a fait encore une fois quelques mouvements. On peut penser forcément à Zabiri, qui arrive de Famicao. 10 millions d'euros, ça en annonçait, je crois, 17. Donc à voir les bonus, mais pour le coup, pour le montant pur, c'est vrai que Saveur Marchand n'est que de 4 millions d'euros, mais tu payes aussi, pas dire la hype, mais il y avait beaucoup de monde qui était sur Zabiri, beaucoup de clubs italiens, espagnols, anglais. C'était le mec qui avait convaincu tout le monde lors de la Coupe du Monde du vin. Donc je suis content parce que Rennes devait remplacer Meïté par quelqu'un, devait montrer que même si tu sais que tu vends beaucoup tes jeunes, que tu dois aller chercher ça, et je trouve que c'est pas déconnant. Sébastien Szymanski, qui est peut-être la recrue la plus importante de leur mercato, ce fameux milieu offensif qui doit faire le lien entre l'attaque, le milieu, les pistons,
Un joueur qu'on va peut-être voir à l'œuvre ce soir un peu du côté du Vélodrome, qui a fait une belle carrière, hein. Fener, Feyenoord, Dynamo Moscou. C'est une recrue étrangère. On a l'impression que Rennes a un peu cassé sa politique de l'été dernier où ils avaient fait beaucoup de joueurs made in France, made in Ligue 1 pour aller le chercher. Donc c'est lui qui a maintenant les clés du jeu. Il va devoir le prouver, hein, par rapport à l'investissement, par rapport à tout ça. Arnaud Nordin, j'en ai parlé tout à l'heure. J'en attends pas grand-chose, mais en renfort, voilà, pour le banc, pour étoffer un peu ça. Le gars connaît le championnat. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Mais voilà, je pense qu'il voulait chercher un joueur de profondeur un peu différent de ce qu'il pouvait avoir. En plus, Nordin, je pense qu'il peut évoluer dans une attaque à deux. Si tu changes un peu ton système, tu sais que tu peux le compter sur lui en ailier. Donc pourquoi pas. T'as également pas mal de départs, donc forcément Kader Meïté, hein. On n'a pas inclus Jacquet dedans, mais on rappelle que là, potentiellement, Rennes a vendu pour 100 millions, c'est quand même fou. Et t'as beaucoup de joueurs qui étaient des indésirables qui sont partis. Donc Andrés Gomes, ailier droit, qui retourne à Vasco da Gama, 4,5 millions d'euros. Léo Stigard, qui part au Genoa définitivement, 2,5 millions d'euros. Omari aussi à Hambourg pour 2 millions. T'as également, je crois, Glenn Camara, qui était en pourparlers avec certains clubs, ça s'est pas fait. Et du coup, t'as Albert Grombeck qui change de club à Hambourg. Seko Fofana, bah grosse déception, hein. Un an de Seko Fofana, on en retient quoi? Bah qu'il est revenu un peu cramé d'Arabie Saoudite, que voilà, il avait un gros salaire et qu'on n'a jamais retrouvé le Fofana de Lens. Ça pouvait être une bonne idée sur le papier pour réveiller tout ça, mais bah on n'a jamais retrouvé ce truc qui dégageait cette énergie folle. Donc voilà, il va tenter de se relancer à Porto à 30 ans. Grandbeck, c'est bien dommage. Bah Grandbeck, dans un Rennes différent, ça aurait pu prendre. Et Grandbeck, je me dis que c'est le genre de joueur à Toulouse, par exemple. Toulouse, peut-être, ça aurait fait plus, avec peut-être moins d'attente, moins de pression. Mais Grandbeck, il y avait un truc avec ce gars-là. Donc on va voir en bourse ce que ça donne. Mais ouais, Seko Fofana, ouais, ça n'a pas été dingue. On passe au FC Nantes, les amis. Le mercato nantais, avec évidemment beaucoup d'arrivées, beaucoup de mouvements. Donc, Ibrahima Sissoko de Borum, Dever Machado de Lens, Ali Youssif du club africain, Mohamed Kaba de Lecce, Frédéric Gelbert également de Lecce, Rémi Cabella prêté par Olympiakos, Abakar Silla prêté par Strasbourg et le prêt cassé de Ganago à New England en MLS. Là, bah, tu as essayé de très clairement aller chercher tout ce que tu peux pour te maintenir. Je suis d'accord avec toi, Meduzme, malheureusement, quand tu vois ce mercato-là, des efforts financiers réalisés et ce qui a été proposé à Luis Castro avec des jeunes, ok, mais sinon c'était que des bouts de bois, bah, hyper décevant pour lui. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans le jeu, bah, c'est un coach qui se relance bien à l'Eventé, donc le football sait récompenser les audacieux. Je suis d'accord pour dire que tout n'était pas parfait pour Castro du côté de comment ça s'appelle de Nantes, mais il fallait laisser du temps, quoi. Et là, quand tu vois cet effort financier qui a été fait, les Machado, les Cabella, les Sissoko, les Gilbert et tout, tu les payes pas avec des centimes, donc ça n'a pas fait. Et déjà, bah, pas mal de joueurs qui sont arrivés cet été, déjà repartis. Donc les deux Sud-Coréens qui repartent, Yoon Suk Hong qui rentre à Mayence et Kwon qui parle à Karlsruhe, transfert libre. Donc déjà arrivé, déjà parti. Yacine Benatab qui a commencé, on a dit ah, il se passe quelque chose, et finalement bah, il est prêté à Reims, et bonne option pour Reims. Franchement, je pense que ça peut lui faire du bien d'aller en Ligue 2, surtout dans un club ambitieux comme ça. Michael Lado qui est pareil rappelé par Alkmaar, et donc Junior Manga qui rentre à Strasbourg. Et c'est vrai que comme tu dis, hein, on nous dit qu'on doit prendre des ailiers en priorité, au final zéro ailier de recruté. Ouais, t'as zéro ailier de recruté. Après, j'ai l'impression que Machado des fois il joue milieu gauche, et Cabella il peut jouer sur un côté. Peut-être que tu vas avoir toujours Ablin dans ce registre-là, et tu vas essayer de faire tourner des mecs autour, soit de Ganago, soit d'El Arabi, soit de Mostafa Mohamed. Donc quand même assez particulier. C'est dur pour Kwon. En fait, c'est plein de joueurs, tu te dis, dans un autre contexte, ils auraient dû avoir leur chance. Est-ce qu'on n'aurait pas pu être patient? Parce que Kwon, Benatab, il y avait un truc quand même. Donc délicat. Samedi, Tabibou est rentré piston gauche. C'est pour ça que tu as fait cet effort au mercato. T'as fait ce truc un peu Ligue 1, parce que Ganago, Cabella, Gilbert, Machado, Sissoko, en termes de cumulé, je pense que c'est plus de 1000 matchs en Ligue 1. Mais est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher ce maintien, vu l'état de l'équipe, vu que tout repose sur un peu si Ablin a envie ou pas aujourd'hui? Ça va être difficile. Et comme tu dis, on recrute des joueurs pour Cantari qui va peut-être pas terminer la saison. C'est vrai que si dans un mois, Cantari saute,
je serais pas étonné. Donc de toute façon, moi je dis, Nantes arrive encore à avoir ce truc financier de pouvoir faire des trucs, des coups comme ça, mais c'est toujours pour moi reculer pour mieux sauter. Un jour tu vas en Ligue 2 parce que tu vas payer toutes ces erreurs de casting, cette logique sportive qui n'existe pas. Ça j'en suis convaincu. Angers, bah voilà, Angers qui savait, il y avait des offres qui étaient là en cours. Sidiki Chérif qui est courtisé par le Paris FC, par Palace. Finalement, il va finir au Fenerbahçe pour un package super à 20 millions d'euros. Donc pour un joueur pareil, 4 buts en 16 matchs de Ligue 1. Ouais, c'est toujours comme d'hab. On a envie. Si Cantari est viré, qui va venir en ce bourbier. Ça commence par un A, ça termine par One, et le nom, ça commence par un K et ça finit par Waré. Je vous laisse deviner. Je sais que Comboiré, il a cette blessure au genou, mais qui d'autre que lui pour aller mettre les mains dans le cambouis. Et comme je vous le disais précédemment, bravo au SCO, parce que tu perds Sidiki Chérif, tu vas chercher Koleipo. Alors Koleipo qui a vécu apparemment un truc pas simple à aller vanter, mais on a vu des choses à Lens. Ça a duré que 5 mois. Pourquoi pas, hein, ça peut être sympa en alternance avec Prosper Peter qui montre des choses également. On a aussi Abdelli qui part, c'était attendu. Et tu vas sur Branco van den Moomen, bah bravo, parce que Branco, on a déjà vu un très bon match de sa part contre Metz, l'apport sur coup de pied arrêté, la qualité de pied supérieure à la moyenne en Ligue 1. Et tu fais ces deux joueurs sans avoir de l'argent. Tu avais déjà fait Amin Sbaï en cours de comment ça s'appelle de première partie de saison. Angers, Massala ultra serré, on va voir s'ils peuvent se maintenir. Pour moi, ils vont se maintenir parce que Angers, en fait, a pris déjà un matelas d'avance. Angers, ils sont très très bien dans ce classement parce que Angers 11e, déjà bravo. Angers a 26 points, à 12 points d'avance sur Nantes. Après, je vous le dis, oui, bien sûr, dans le foot, tout est possible. Nantes peut faire 4 victoires de plus qu'Angers. Il faudra avoir peut-être niveau des nuls. Mais c'est difficile en bas de rattraper autant de points. En haut, ça peut aller très très vite. Mais là, j'ai du mal à y croire parce que Angers, ils vont aussi avoir des matchs contre Metz, contre Auxerre. Enfin, ils ont déjà eu du coup le retour contre Metz. Mais ils vont avoir des matchs contre des équipes à leur portée. Et collectivement, ça travaille bien, c'est intelligent. Tu as de la place pour les jeunes, tu as des joueurs réfléchis. Donc, moi, même en ayant perdu Abdelli et Chérif, moi, ils vont se maintenir. Peut-être qu'ils vont pas terminer 11e, peut-être qu'ils seront plus 14e, mais quoi qu'il arrive, je pense que ça va sentir bon. Le Havre, le Havre, comme je vous le disais, il manque cet avant-centre. Peut-être que ça va venir du centre de formation de la KV, encore une fois, avec Kenny Ketante et Noam Obougou, qu'on a déjà vu en Ligue 1, qu'on a déjà vu marquer des beaux buts. Mais tu vas quand même faire un joueur par ligne, et ça me paraît intéressant. Lucas Gournadouat, on a déjà vu un match de sa part contre Lens, où je me dis, ouais, peut-être qu'il aurait pu aller plus haut que Le Havre, et c'est pas un manque de respect pour Le Havre, c'est juste bravo à Mathieu Bonnemer de réussir à attirer des joueurs comme ça. Gournadouat, je vous le dis, il aurait pu pour moi aller du côté de Monaco, il aurait pu aller à Nice, ça m'aurait pas paru déconnant. Donc ça reste jeune, 22 ans. À Salzbourg, il était sur la fin. À la Roma, ça ne l'a pas fait d'un point de vue du temps de jeu, de l'expérience, mais ça se relance très très bien. Et pareil, Lucas Gournadouat, si ça prend bien au Havre, je ferai beaucoup de clubs, je me pencherai sur lui parce que il y a une qualité qui saute aux yeux et ça peut être un renfort à moindre coût. Tu refais revenir Timothée Pembele pour renforcer ta défense. Donc voilà, lui qui avait aussi compté dans le sprint final pour le maintien. Et Sofiane Bouffal, le transfert un peu kiff-kiff, le transfert kiffant, parce que kiff-kiff non, ça veut dire équivalent, mais le transfert juste, un peu frisson. C'est comme Saint-Maximin. Il est un peu plus vieux. D'un point de vue de la condition physique, je suis pas rassuré. Maintenant, c'est Sofiane Bouffal au Havre, quoi. C'est un joueur t'aurais jamais pu avoir normalement, mais comme tu réussis à convaincre, à avoir un discours de vie de groupe, ça le fait. Et ouais, comme toujours, dépense zéro. Voilà, tu réussis encore une fois à aller chercher ces joueurs-là. Donc tu fais partir quelques joueurs. Tu as Damian Pizarro, qu'on n'a pas vu beaucoup au poste d'avancante, Thomas Delaine libéré, Élisée Logbo en prêt à Bourg-en-Bresse et Younes Namli qui part du côté de Zwolle aux Pays-Bas. Quand je vous le dis, ça manque d'un avant-centre parce que pour moi, cette équipe havraise, elle n'a pas su trouver la clé, que ce soit Aïssa Mata, il y a les jeunes, mais on ne les a pas vus assez. Mais l'an dernier, tu avais Hassan Kouta, tu avais, André Ayou. Maintenant, même avec ces lacunes-là, ces défauts-là, on sait que collectivement, il y a quelque chose qui se dégage du Havre, que tu n'as pas à Nantes, par exemple, que tu n'as pas à Metz, que tu n'as pas pour l'instant à Auxerre. En fait, tant qu'ils prendront des points et qu'ils seront surmotivés dans leur finale pour le maintien, je pense que ça pourra aussi aller chercher. Lorient, Lorient, qu'est-ce que tu veux bouger 9ème de Ligue 1,
une très belle série d'invincibilité. Donc pas d'arrivée pour les Merlus. Très peu de départ. T'as juste Joel Mvuka qui va au Celtic Glasgow. Donc pour le coup, faut pas faire du mercato pour faire du mercato. À Lorient, ça s'entend. Le Paris FC. Le Paris FC, on sait que c'était un gros morceau parce que voilà, la première partie de saison laissait à désirer. On connaît la politique de Red Bull, de LVMH à ce sujet, c'est d'y aller pas à pas, de tester le groupe en Ligue 1, de voir quels joueurs répondent présents, et puis si ça peut prendre un petit peu. Donc on sait qu'il y a eu des erreurs de casting, des joueurs qui n'ont pas répondu présent, mais peut-être qu'on fera plus le tri l'été prochain. Là, tu as quelques joueurs qui sont partis, Mathis Touraine à Clermont, Lohan Doucet à Dunkerque, et ça je pense c'est un bon coup, Lohan Doucet pour Clermont, et Yohan Coré à Amiens. Par contre, tu as fait des mouvements. Rudy Matondo, 15 millions, qui arrive d'Auxerre. Le fameux Turo Immobilier qui arrive de Bologne sur le front d'attaque. Ça fait plaisir. Après, bon, quelle garantie sportive, point d'interrogation. Lucas Coleocho, qu'on a déjà vu à l'œuvre en sortie de banc sur ses entrées en jeu, est très sympa. Franchement, ce joueur, il dégage un truc. Donc, je pense que ça peut être vraiment un des bons coups du mercato. Impulser quelque chose de différent dans un autre registre d'Ilan Kebal, parce que Ilan Kebal fait sa saison, une belle saison. C'est plus Moses Simon qui déçoit. Donc avoir écolé Ocho et notre ami Kebal qui apporte un peu de bordel sur les côtés, ça peut être sympa. Marshall Mounetti, renfort d'expérience, 29 ans, qui connaît très bien le championnat. Ça a du sens avec sa densité physique, avec son vécu. Je pense que ça peut être un bon coup. Coppola, franchement, Coppola, qui était sur les tablettes, je crois, de la Juve, de la Roma l'été dernier. Si je m'avais dit qu'il aurait terminé au Paris FC 6 mois après, je l'aurais pas cru, mais voilà. Faut aller le chercher à Brighton, qui a pas forcément eu l'opportunité de donner pas le temps de jeu. Donc moi, je trouve que ce mercato, il me plaît bien. Il y a des gros points d'interrogation, c'est Tiro Immobilier forcément. Quel temps de jeu pour Coppola. T'as des joueurs qui ont déçu un petit peu, on attendait plus. Donc là, il va falloir refaire... pas dire un peu redistribuer certaines cartes, mais le Paris FC, on sait qu'ils ont de l'argent pour. On sait qu'ils ont cherché beaucoup de joueurs sur le front d'attaque avant que ce soit Tiro Immobilier. T'as eu Dzeko, t'as eu Matistel, t'as eu Ablin, t'as eu Stassin, t'as eu Ajorc. Franchement, beaucoup de choses quoi. J'aime bien perso Mercato intelligent. Salut De Jong. Moi, je trouve que c'est des pistes où je me dis, tiens, Rudy Matondo, 17 ans, 15 millions d'euros, c'est plus ce qu'on attendait, aller chercher les pépites de Ligue 1 et les avoir chez toi, et aussi des coups à l'étranger, Coppola, Coleocho, et continuer peut-être à étoffer ce groupe d'un point de vue expérience et vécu grand championnat, Mounetti, Immobilier. Le Paris FC n'est pas forcément dans un classement idéal, 14e, mais je pense que ça va quand même se sauver parce qu'ils ont un effectif qui est supérieur parmi d'autres équipes, mais t'es pas totalement à l'abri, t'as pas encore ce match-là suffisant pour dire ouf, tu peux respirer. T'as aussi ce match qui va être intéressant contre Lorient en Coupe de France. Est-ce que le PFC, après avoir sorti quand même le PSG, qui a un exploit dingue, va pouvoir surfer sur cette vague ou va sortir dès le tour suivant? Ça va être intéressant de voir comment ils vont se challenger un petit peu quoi. Un avis sur la dernière recrue de Rennes en province de Mayence. Salut Winner, je crois que j'ai parlé à 2 fois de Nordin durant ce live, donc l'émission sera en rediff assez vite sur YouTube. Ce que j'ai dit sur Nordin, c'est très simple. Pour moi, il n'y a pas énormément d'attente. Tu le prends pour être un joker sur le banc, un mec qui connaît la Ligue 1, pour être la 4e, 5e option offensive. Donc voilà, sans craquer ton PEL, c'est pas, s'il repart en prêt très vite à Mayence, si c'est un joueur anecdotique, ça m'étonnera pas. Mais on sait qu'il peut. Nordin, il a su. Quand il était dans des bonnes périodes, notamment à Montpellier, il a pu rendre un petit peu des services quoi. Et puis on arrive sur le dernier, le FC Metz, peut-être déjà condamné, on prépare l'après, on sait pas. Bounassar qui n'avait pas de club depuis combien de temps il avait quitté le Bayern finalement, Bounassar qui prend un contrat jusqu'en 2026. Bounassar, il avait plus de club depuis 2024, donc ouais, depuis 1 an et demi, il était à l'arrêt. Donc voilà, Bounassar à 34 ans pour le petit clin d'œil, on va dire 10 ans après. On a aussi Lucas Michal. Comme je vous le dis, ça peut être intéressant pour lui de se challenger, voir un petit peu ce que ça peut donner. Gvitalia pour apporter un autre profil sur le front de l'attaque. Continuer ta filière géorgienne qui avec Titashvili a bien marché. À Boisjvili, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Après, voilà, tu prépares peut-être un peu l'après. Brian Maggio, 17 ans, vendu très cher à Aston Villa, 12 millions d'euros pour un mec qui a montré pas grand chose en Ligue 1 mais qui a ce profil un peu de gros prospect, donc on verra si leur temps, s'ils ont eu raison de le vendre sur là. Mais Metz, c'est barrage la tradition pour moi. Je crois qu'il y a Juju qui est là dans le chat qui est messin. Moi pour moi c'est malheureusement Mercato, t'as rendu les armes. Enfin même dans le choix du coach Benoît Tavenot qui sortait une déception à Bastia de virer le mignon, ok, mais j'ai l'impression que Metz se prépare déjà à repartir en Ligue 2. C'est un peu le cercle infini. On est
on est dans le Sharingan d'Itachi Uchiwa, quoi. T'es dans ce piège, cette boucle temporelle infinie, et du coup, bah, tu prépares déjà la saison 2026-2027, à voir ce que ça donne. T'as vendu Malik Mbaye à Zulvaregen, t'as Morgan Bokeh qui doit avoir du temps de jeu qui va à Dunkerque, ok, Ibou Sané aussi. Ouais, t'as aucune planification sportive. C'est toujours ce que tu demandes. T'es trop fort pour la Ligue 2, t'es trop fait pour la Ligue 1. Dommage qu'il n'y ait pas un championnat qui s'appelle la Ligue 1 1,5 où le FC Metz pourrait être peut-être dans le ventre mou. C'est vrai que la Ligue 1 1,5, tu mets Lorient. Bon, Lorient ça se passe très bien ici, mais je chambre un petit peu, mais on sait que Lorient a aussi vécu ça. Tu mets Lorient 3 et Metz. Je pense que tu as quand même un championnat qui est assez relevé. Donc ouais, ce FC Metz là, j'avoue que j'ai des petits doutes sur le contenu. Bah écoutez les amis, on a fait ce bilan Ligue 1. Ouais, je pense on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire. J'avais aussi préparé forcément les derniers transferts, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire parce que c'est vrai qu'on a déjà fait un tour à peu près. Voilà, il y a quelques transferts. Adam Astron qui parle de Southampton pour Wolverhampton 8 millions d'euros. Charles Laren du coup qui va lui à Southampton chez les Saints qui quitte Majorque. On a également Nissan Angulo, on l'a évoqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Veljko Birmancevic, ailier gauche, qui quitte le Sparta Prague, qui est prêté à Getafe. Rodrigo Mendoza, jeune espoir du foot espagnol. Ça peut être un mouvement d'avenir, par contre, intéressant, qui quitte Elche, qui va à Atlético, 16 millions d'euros. On a beaucoup parlé de Lookman, mais ça peut être un truc où on se dit, tiens, attention, pourquoi pas regarder comment ça va avancer. Rui Modesto, on a Tuchoukounadi, on a déjà évoqué. Ouais, c'est pas mal de mouvements qu'on avait déjà vu un petit peu. Luka Netz qui quitte Gladbach, direction Nottingham Forest en première ligue, à gauche 2,5 millions d'euros. Je crois qu'il était en fin de contrat. Hugo Bolin qui quitte Malmö, qui arrive en Bundes justement à Gladbach. Donc pas mal de mouvements. On avait déjà eu un peu des indices. Là-dessus. Oui, Patrick Zahabi, accord avec le PFC, tu as vu, mais fini à Sanras. Ouais, c'est le premier transfert que j'ai évoqué du live parce qu'il venait de tomber. Patrick Zahabi, milieu de terrain ivoirien, gros espoir, qui est un peu en train de tout casser en Ligue 2, qui est un nom que je vois passer depuis pas mal de temps. C'est comme Chris Inaoulei, ça mériterait presque une petite vidéo, un focus. Et Marcus Leonardo, non, ça s'est pas fait à Atlético. Donc à voir de près. T'as oublié Bordeaux, ça vous êtes vraiment des coquins. Non, Bordeaux, en vrai, il y a eu Arnay sur le front de l'attaque et il y a eu Almami Touré, mais qui reviendra du coup normalement d'ici mars-avril. Et voilà, même à Bordeaux, on réussit à faire du mercato, à peut-être faire croquer certains agents. C'est le jeu. Merci à tous de m'avoir suivi les amis, c'était un plaisir de faire ce petit bilan récap mercato pendant une bonne heure 45 avec vous, toujours un plaisir d'échanger, de voir vos opinions et vos avis. On va basculer en mode Coupe de France avec ce soir le Marseille-Rennes, il y a aussi le choc de Ligue 2 entre Reims et Le Mans, il y a un Strasbourg-Monaco qui s'annonce pas mal, il y a également l'OL, Toulouse, Lens sur le front, donc ça va être pas mal du tout. Nous on se retrouve normalement, je pense, dimanche pour le débrief Ligue 1. Est-ce qu'il y aura un autre débrief en temps? Est-ce que ça peut être du récap actu? Est-ce que s'il y a vraiment des dingueries en Coupe de France, peut-être que je bousculerai l'agenda? Oui, il y a Bologne-Milan, il y a aussi Arsenal-Chelsea, la demi-retour de Coupe de la Ligue. Donc ça va être assez intéressant. En tout cas, prenez soin de vous, passez une bonne soirée foot, une bonne semaine au global, comme toujours pour ceux qui ont débarqué en cours, qui veulent tout savoir. Oui, on a fait un gros point mercato durant toute l'émission, donc n'hésitez pas à aller mettre le petit like, le commentaire, l'abonnement qu'il faut sur YouTube. Également en podcast, le COP de Scipion, Deezer, Spotify et Apple. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite les boss. Salut à tous.